toi tu es plus malin, Ouais, tu as un bien sûr. diplôme, ta vie elle sera différente de ces gens-là. Non. Les agents déjà, tu arrives en Clio qui a 15 ans, tu arrives à 18 ans mais tu as une gueule d'enfant de 15 ans, ça va être compliqué niveau Difficile, crédibilité. ouais. Puis là je regarde, et attends, je comprends pas, il y a un appartement au rez-de-chaussée, Ouais. il y a 2 appartements par étage au-dessus, et il y a 3 étages au-dessus. 3 étages. Ça fait 7. Ouais. Et je dis, mais il y a 7 appartements. Bon, bonne surprise. D'accord. Donc c'est une plus-value de 170 000 euros. Tu peux pas facturer ce prix-là. C'est pas assez. L'argent que j'ai dépensé en voyage, je crois qu'on est entre 100 et 200 000 euros facilement, mais ça m'a rapporté beaucoup plus. Pour vivre de la bourse, en dessous de 300, 400, 500 000 euros, c'est simple, si tu tires 5% de ton capital pour vivre, sur 500 000 euros, c'est 25 000 euros par an. Ça fait 2 000 euros par mois. Immobilier, pour gagner 2 000 euros par mois, je peux le faire sur la porte. 35 lots à 25 ans, ça paraît fou et pourtant c'est vrai. Je suis aujourd'hui avec Baptiste. Une fois n'est pas coutume, c'est moi de l'autre côté de la caméra. C'est marrant, tu m'interviews sur la chaîne. Exactement, Okay. et c'est un plaisir de pouvoir faire ça. L'objectif de cette interview, c'est de mieux te connaître, Ouais. de te découvrir un petit peu ton parcours, parce que lorsqu'on parle de 35 lots à 25 ans, on se dit que c'est impossible pour beaucoup de gens. Et donc l'idéal, ça serait de retracer un petit peu tout ton parcours Carrément. et ben, de savoir comment est-ce que tu as rendu cela possible justement. Avec plaisir. Oui, c'est vrai qu'on a fait une petite série d'interviews, je t'interview toi déjà, Ouais. sur ton parcours, qui est la vidéo qui sera sortie juste avant celle-ci. Puis il fallait quelqu'un pour me poser des questions, donc évidemment Voilà. j'ai pensé à toi, ça me paraît logique. Merci. Voilà, donc, histoire de changer un peu de format et puis de prendre du temps aussi pour nous connaître, chacun de nos parcours, etc. Le but c'est pas de parler de nous en soi, c'est que vous puissiez vous identifier à nos parcours respectifs et que ça puisse également vous parler par rapport à votre vie personnelle et vous montrer que c'est possible aussi de le faire en partant de situations qui sont totalement normales et basiques de base. Voilà. Alors partons du début, Ouais. hein, peut-être sans trop s'étaler, mais grosso modo, Baptiste, d'où il vient, comment tout ça, ça a été possible? Écoute, moi je viens d'un petit village de 180 habitants pour être précis, dans le nord de Lyon. Voilà, la région lyonnaise, à la campagne, vraiment la vraie campagne comme on connaît en France, d'une famille d'enseignants. C'est-à-dire que toute ma famille est dans l'enseignement, donc mes parents sont instituteurs dans les écoles primaires. Voilà, j'ai toujours été baigné là-dedans, domaine de l'éducation, famille classique, vraiment axée sur, avec le recul en tout cas, je le vois vraiment axé sur l'ouverture d'esprit, l'apprentissage. Ouais. C'est vraiment les valeurs qu'on m'a inculquées, je pense, quand j'étais plus jeune. Le fait de toujours apprendre, de ne pas se reposer sur ses acquis, de travailler aussi. Côté aussi campagne, donc le travail, vraiment, le côté, voilà, j'ai une famille originaire plutôt d'agriculture, quoi, enfin de milieu paysan et ouvrier, etc. Donc il y a cette valeur travail qui est hyper importante pour nous. Donc voilà, je dirais ça sur mon enfance, vraiment marquée par cette double casquette, on va dire, qui est en général un peu opposée, à savoir la partie un peu apprentissage scolaire, etc. et la partie plutôt travail terre à terre, j'ai envie de dire. Et qui pour moi, les deux sont extrêmement importants en fait, aujourd'hui. Ok, sont un point d'ancrage, on va dire, parce que tu n'as pas énormément bougé. J'ai toujours, mes parents vivent toujours là-bas et puis on a toujours, j'ai passé toute mon enfance là-bas. Donc, une super région au passage, parce que j'ai eu le plaisir d'y aller, de leur rendre visite, de rencontrer une partie de ta famille, et c'est vrai que… C'est très sympa, c'est la campagne. Après voilà, quand on est jeune, c'est un peu compliqué parce que forcément, il y a, comme je l'ai dit, c'est un village de 180 habitants, littéralement. On n'est pas sur un village à côté d'une grande ville, à 5 minutes d'une grande ville. La plus grande ville, elle a 35 minutes. Et c'est une ville de 40 000 habitants. Et après, il y a Lyon qui est à 1h30, quoi. Donc vraiment, à un moment donné, moi j'ai vite eu on pourra revenir dessus, mais j'ai vite quitté la région, on va dire, pour faire des études et puis pour un peu évoluer et changer un peu d'air, parce que forcément, pour évoluer, c'est complexe quand on reste dans une région et dans une petite zone comme ça, où forcément il n'y a pas beaucoup d'emplois, pas beaucoup d'entreprises, d'opportunités, même si c'est une région qui est intéressante. Et d'ailleurs, j'ai des biens immobiliers là-bas. En tout cas, c'est pas là où je me voyais vivre en étant jeune et au démarrage, quoi. Ça paraît encore plus fou en fait, parce qu'on se dit que lorsqu'on est entrepreneur, il y a peut-être des choses qui nous ont un petit peu influencé au départ. On peut avoir des parents entrepreneurs, là c'est absolument pas le cas. Non, pas du tout. Et puis c'est vraiment un coin entre guillemets perdu, clairement, on peut le dire. Sans prendre le côté péjoratif de la chose. Donc grosso modo, au niveau des études, comment ça se passe? Parce que bon, tu es comme tout le monde, tu as fait des études. Comment ça s'est déroulé? Comment tu as vécu ça? J'ai passé rapidement dessus. Les études, franchement, ça s'est passé très bien. Collège, lycée, etc. Études supérieures à Lyon. Donc j'ai fait un bac plus 3 globalement pour faire simple. J'ai un diplôme bac plus 3 licence avec un double cursus à Lyon et à Montréal au Canada.
où j'ai fait ma dernière année, dans le commerce management, voilà, tout ce qui est gestion, gestion d'entreprise pour faire simple. Donc c'est des diplômes assez larges qui prennent un peu tous les domaines de l'entreprise, hein, donc du commercial à la partie gestion, comptable, etc. Ok. Voilà. Donc les études, rien de particulier. Hein. Moi, rien de particulier, ouais, j'allais dire l'université. J'ai commencé tôt mes études, en fait j'ai eu la chance d'avoir un peu d'avance, donc j'ai commencé mes études relativement tôt. À 19 ans, j'avais un bac+3. Donc c'est à ce moment-là que j'ai arrêté mes études. Alors là c'est le point important, je pense que ça va intéresser un petit peu tout le monde. On est dans un cursus tout à fait standard, dans une zone de France standard entre guillemets. Il n'y a rien dans ton entourage personnel qui fait que ça va te pousser à créer, etc. Qu'est-ce qui se passe quoi? Très bonne question. Alors plusieurs choses. Première chose qui se passe, c'est que à 16 ou 17 ans, je ne sais plus, j'ai besoin d'argent pour financer mes études tout simplement. Donc je vais travailler à l'usine, comme ce que font tous les jeunes qui ont 16-17 ans. Donc il y a peu d'entreprises qui prennent des mineurs. Donc je suis tombé sur une des seules entreprises de la région qui faisait travailler des gens qui étaient mineurs, légalement évidemment je précise. Mais c'est assez rare parce qu'il y a des risques, etc. Bref. Donc je trouve une entreprise, je vais travailler 2 mois à l'usine. Franchement c'est l'enfer. Alors l'enfer, je pense, moi j'ai jamais travaillé à l'usine, donc je ne sais absolument pas. On se fait une idée, on se dit bah oui, on fait tout le temps la même chose, mais concrètement c'est quoi? Enfin ta journée c'est quoi? Tu vas à l'usine, qu'est-ce que tu fais? Alors c'est pendant 2 mois d'été, c'est-à-dire 2 mois. Donc déjà, alors, pour mettre le contexte, moi j'étais déjà dans une optique à ce moment-là où je m'intéressais à l'entrepreneuriat, à l'investissement. À 17 ans, j'ai déjà commencé à me renseigner à ce moment-là. Et je me dis, bon, je sens que l'entreprise, c'est pas pour moi, mais ça se trouve, je me dis, bon, tu t'es sûrement une mauvaise idée. T'es jeune, quoi. Voilà, je me dis peut-être que t'es un peu naïf et tu as l'impression que c'est mal, alors qu'en fait, ça va bien se passer. Donc je me dis, ok, je vais tester, j'ai besoin d'argent dans tous les cas, donc j'y vais. Et en fait, c'est une usine de mise en sachet, de conditionnement, on appelle ça. Donc en gros, tu mets en sachet des produits, tu mets des étiquettes dessus avec le prix. Ça part dans les magasins de déstockage, les magasins pas chers, type Action, trucs. Donc c'est des fournisseurs de ces magasins-là. Et donc moi, mon rôle, c'est quoi? C'est de prendre des cartons avec des produits qui viennent de Chine, avec des centaines de produits dedans, de prendre ces produits, de mettre l'étiquette dessus avec le prix, ou alors parfois de les mettre en sachet si c'est par exemple de la visserie ou des trucs comme ça pour poser des rideaux, des machins. Bref. En gros, c'est ça. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est littéralement tous les jours la même chose. C'est-à-dire que toute la journée, pendant 7 heures, ça dure 7 heures pile, et je peux te dire que tu comptes les heures. Tu as une horloge, tu la regardes 45 fois dans la journée, parce que tu es là, tu es en train de prendre tes petits produits, de mettre le truc. C'est littéralement, voilà, tu ouvres ton carton, tu sors les produits, tu mets l'étiquette, tu remets dans le carton. Et tu fais ça 7 heures par jour. 4 heures, c'était quoi? 3 ou 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi ou inversement. Et c'est tout. C'est que ça pendant 2 mois. Et là, je réalise, je me dis, mais. Enfin, je vois des gens qui travaillent là, donc c'était une usine particulière parce qu'il y avait quasiment que des femmes qui travaillaient là-bas. Il y avait très peu d'hommes. On était 2, en fait. 2 hommes à travailler là-bas et le patron aussi. Donc 3. Et donc je vois ça, je me dis, mais comment font ces gens? Je vois des femmes qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans proches de la retraite, qui ont fait ça pendant 40 ans dans la même usine. Et je me dis, mais comment ils font? Donc là, je me prends une claque, littéralement. Je me dis, mais déjà, je prends un respect énorme pour ces gens parce que je me dis, moi, déjà 2 mois, je me plains. Et je me dis, j'ai pas le droit de me plaindre. Quand je vois des gens qui font ça depuis 40 ans, t'as pas le droit de dire, ah non, mais c'est pénible de moi. Alors que toi, en septembre, tu reprends tes études, tout va bien, et tu sortiras avec un diplôme qui est pas fou, mais qui est correct, et qui te permettra d'éviter ça. Donc je prends une bonne claque d'humilité, et ça me met aussi une bonne claque aussi de motivation. Parce que je me dis à ce moment-là, ok, est-ce que l'entreprise, c'est ça? Est-ce que être salarié, c'est vraiment ça? Évidemment, dans le fond de ma tête, je me dis, bah non, toi, t'es plus malin, t'as un diplôme, ta vie, elle sera différente de ces gens-là. Il y a un peu de ah ouais, non, t'inquiète pas pour toi, ça va bien se passer parce que t'as un diplôme. Ça sera différent. Non. Non. Un an plus tard, je fais un stage dans une entreprise avec mes études, donc dans le service commercial et dans le service logistique. Je fais les deux pendant 2 mois. Et en fait, je me rends compte que c'est limite pire. D'accord. Alors, limite pire, pourquoi? En termes de charge de travail, d'intérêt pour le travail? Alors, pour moi, c'est la même chose, mais dans des bureaux. C'est-à-dire qu'avant, moi, dans ma famille, on m'a toujours vendu le truc en mode ouais, travailler dans un bureau, c'est un peu l'achievement, comme on dit en anglais, l'accomplissement. Voilà. L'accomplissement, t'es dans un bureau, voilà, t'as un poste. Parce que dans ma famille, outre mes parents, le reste, c'est quand même des travails physiques. Donc voilà, travail physique, on sait que c'est compliqué. À 40 ans, t'as mal au dos, t'es blessé, t'es artisan, etc. Ou t'es agriculteur, c'est complexe. Donc le Graal, c'est le travail en bureau parce que t'es protégé, t'es à l'abri, il fait chaud l'hiver, il fait froid l'été, t'es bien. Tu vois, t'es pas au soleil, sur les toitures. C'est ce qui se comprend quand tu as vécu. Dans ce milieu-là, c'est vraiment ce qui se passe. Enfin, moi, en tout cas, c'est comment on crée. Donc je me dis, bon, bah super, travail dans le bureau, on y arrive, cool, l'usine, c'est loin derrière moi, etc. Non, absolument pas. C'est la même chose, un travail rébarbatif, répétitif, sous les ordres d'un patron, rythmé à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des
travail de bureau, de cadre supérieur. Ouais. On est sur le On travail gère son d'exécutant temps, où tu es subordonné par quelqu'un qui te dit quoi faire. Tu as un rendement à observer, c'est-à-dire que tu as des choses à faire à chaque heure. Tu es scruté, analysé par ton supérieur. Si tu ne produis pas ce que tu dois faire dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, rappel à l'ordre, voire après, tu sors. Donc je me rends compte que c'est extrêmement morose et surtout en fait moi ce qui m'a marqué c'est que bon les gens individuellement étaient très sympas mais l'ambiance collective était extrêmement morose. Alors je sais pas si c'était que le cas de cette entreprise, j'espère et j'ai l'impression qu'en ayant côtoyé d'autres personnes que c'est pas le cas ailleurs, je suis vraiment mal tombé je pense, mais l'ambiance était extrêmement morose. Enfin moi j'étais en plein été, c'était mai ou juin, un truc comme ça, donc c'était les beaux mois arrivés, l'été arrivé, j'étais content etc. Je me dis ah super un stage, trop bien, j'arrive et tout. Et en fait, c'est l'enfer. Pareil, je passe 7 heures à regarder l'horloge, à faire tout le temps la même chose sur l'ordinateur. Pas de créativité, pas de création, pas d'accomplissement personnel. Tu es un pion dans un système, tu es un engrenage dans un rouage. C'est tout. Et vraiment, en tout cas, dans cette entreprise, encore une fois, je sais que ce n'est pas le cas dans la plupart des entreprises, mais dans celle-ci, c'était le cas. Donc, j'ai eu 2 expériences extrêmement complexes. Et ce qui est d'autant plus dur, c'est que l'année d'avant, je crois que c'était 1 an avant, j'avais fait un stage. Donc, j'étais plus jeune, avant de commencer l'usine, qui était incroyable dans une agence immobilière. Et là, j'avais adoré. Ça, c'est important. Ouais. Et donc, j'ai eu ce 2 poids 2 mesures. Donc, j'ai fait 1 mois de stage dans une agence avec une personne que j'avais choisie parce que je savais que cette personne-là, outre son métier de directeur d'agence, était aussi investisseur. Et c'est là où toute l'histoire se recoupe. C'est que cette personne-là était investisseur immobilier, il gagnait déjà très bien sa vie en tant qu'investisseur professionnel, c'est-à-dire qu'il pouvait en vivre littéralement et il faisait ça à côté. Il était jeune, il avait 30 et quelques années, donc il était très très jeune. Et donc moi j'ai pris le stage en me disant je vais apprendre l'IMO parce que ça me passionnait déjà et je me suis dit en plus cette personne-là va pouvoir m'apprendre les rouages de l'investissement. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai posé plein de questions pendant les pauses, pendant midi, au lieu d'être sur mon ordi, sur mon téléphone, j'allais lui parler, je lui posais des questions, je m'intéressais à son métier, je lui posais des questions sur lui, sur son parcours, sur ce qu'il vendait à ses clients, etc. J'allais en visite avec des clients, pas tout seul, hein, mais avec une des agents de l'agence. Donc j'apprends le métier d'agent IMO, j'adore ça. Je me dis, ça te plaît. Je me dis l'immobilier, ça me plaît. Agent IMO, je me dis c'est cool, mais c'est pas forcément ce que je veux faire. Je reste déjà, j'étais dans l'optique de faire de l'investissement. J'avais déjà eu la chance de découvrir tout ça et ça m'a encore plus ouvert les yeux. Je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Les chiffres, ça m'intéresse. Visiter des biens, le relationnel, le fait de louer des biens, d'avoir une gestion, d'avoir des revenus automatisés aussi, bien évidemment que ça me plaît. Donc je me dis tout ça. Et c'est après que j'ai enchaîné avec l'usine et encore après. Donc ça a confirmé les 2 expériences après, elles ont confirmé que finalement tu préférais cette vie un petit peu plus côté entrepreneurial. J'en étais convaincu déjà à ce moment-là. Et pour te dire, déjà pendant le stage, le 2e stage, j'étais sur mon ordinateur. Je travaillais, puis à côté, j'étais en train de réfléchir et de chercher des idées de business à lancer, à être sur le bon coin, à chercher des biens, etc. J'étais déjà dans cette optique, c'est-à-dire que je travaillais à la moitié du temps et l'autre moitié, bon, c'est pas bien, désolé, je t'ai pas payé, cela dit. Et j'étais en train de chercher des choses. Bon, au-delà de ça, il y a eu plein de petites expériences aussi entrepreneuriales plus jeunes, mais des petites choses, de l'achat-revente, de choses que je faisais livrer, que j'importais, que je revendais à des proches, etc. Enfin, j'ai testé plein de petites choses comme ça. Il y avait un goût déjà pour l'entrepreneuriat. Pour essayer de trouver une curiosité, pour essayer de trouver des choses qui sont un petit peu en dehors d'un cadre, parce que c'est vrai qu'on a un cadre, on fait des études. Tout à fait. On nous dit que, comme tu le dis très justement, et on ne jette pas la pierre aux parents. Hein. Les parents, ils nous disent ça serait bien que tu fasses ça, on serait fiers de toi, mais en fait c'est pour nous, c'est parce qu'ils veulent pas. À chaque fois, ils veulent pas qu'on ait la même vie qu'eux. Ils se disent moi j'en ai chié là. Si tu fais ça, peut-être que ça sera un petit peu plus doux pour toi. Donc c'est. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment ouverts d'esprit là-dessus, qui m'ont jamais freiné. D'accord. Évidemment, qui avaient de la peur. Posé la question. Il y avait de la peur, mais ils ont essayé de me le faire ressentir le moins possible. D'accord. Et sans me forcer vers une direction. Après, je suis quelqu'un d'assez têtu dans tous les cas et indépendant, donc dans tous les cas, ça n'aurait pas trop marché, je pense. Ça a été compliqué. Et donc, on se retrouve, en fait, tu fais ton bac +3. Donc, normalement, tu fais ton bac +3, normalement, tu cherches un boulot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que durant ma 3e année, je trouve le moyen de m'associer, de créer une SCI et d'acheter un premier immeuble. C'est ça qui s'est passé. C'est que pendant que je suis au Canada, donc évidemment, j'ai trouvé le bien avant de partir, avant l'été. Donc, pendant que je fais ce stage, c'est ça qui est marrant, c'est que ce 2e stage qui m'a encore plus dégoûté, qui confirme que… En même temps, j'avais déjà trouvé un immeuble. C'est ça qui est marrant. C'est que un mois avant, même pas, donc ça faisait 6-7 mois que je cherchais, évidemment, je ne savais pas du tout. Là, tu as quel âge à ce moment-là? J'ai 18 ans. Ok, c'est important, parce que c'est vrai que là… Puisque j'ai arrêté à 19, c'est ça. D'accord. J'ai encore 18 ans. Et donc, en fait… Même avant mes 18 ans, j'ai commencé à visiter des biens déjà. Avant même d'avoir 18 ans, tu vois. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commencé. Mais là c'est une anecdote incroyable. Tu m'expliquais que pour paraître crédible, tu t'as sapé un petit peu. Ouais. Ça, c'est énorme. Ça, c'est rigolo. Parce que en fait, j'ai visité des biens seul. Et forcément, quand tu as. Alors, moi, je suis déjà pas très vieux de visage. À l'époque, forcément, encore moins. Et donc, à 18 ans, j'avais l'air d'un gamin de 16 ans, quoi, littéralement 15-16 ans.
Je faisais très jeune. Et donc j'ai marqué avec ma voiture, etc. Enfin, la voiture des parents en plus qui me prêtaient. Une petite voiture et tout, une Clio, tu vois. Donc j'arrivais comme ça. Ouais. Et je me disais, mais les agents déjà, t'arrives en Clio qui a 15 ans. T'arrives, t'as 18 ans, mais t'as une gueule d'enfant de 15 ans problématique. Ça va être compliqué niveau crédibilité, très compliqué. Heureusement, j'étais beaucoup renseigné sur le sujet, j'avais un bon vocabulaire, c'est-à-dire que je savais vraiment de quoi je parlais et je commençais à maîtriser. Et je me suis dit, en fait, je vais faire simple, je vais m'habiller de manière extrêmement prétentieuse, c'est-à-dire que je vais mettre chemise, en pantalon, bien habillé. Alors, ce qui semblait pour moi être un bon look. L'impression que c'était fou. À l'époque, bon voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon, la chance était que j'avais fait des études de commerce, donc on t'es obligé d'acheter un costume en fait quand tu fais des études supérieures, parce que tu as quelques présentations dans l'année où tu dois être habillé en costume. C'est important, ils te disent voilà, dans l'entreprise, vous serez habillé en costume. Dans les faits, je vous le dis, quand vous sortez d'un bac +3, vous vous habillez pas en costume. En entreprise, c'est un peu l'illusion qu'ils essaient de te donner en disant ouais, tu vas être important en sortant. Non, bon. Donc je t'allais acheter mon costume chez Célio durant l'année pour 150 balles. Voilà, très bien. Et je m'étais dit, bon, au moins, j'avais un ami d'ailleurs à l'université qui était un expert en mode vraiment. Il m'a dit, avec un petit budget comme ça, je vais aller te trouver un truc. Il était venu avec moi, il m'avait trouvé la veste bien ajustée. Donc franchement, ça rendait bien. Sympa. Ça rendait super bien, tu vois. Donc salut à toi Yann si tu vois la vidéo. Il m'avait beaucoup aidé. Et donc je mets cette petite veste de costume, voilà, je m'habille bien. Et en fait, le rôle que j'essayais de jouer à ce moment-là, c'est de me dire, je vais passer un peu, je sais que quand ils vont voir un jeune, soit ils vont se dire ce gars-là va me faire perdre mon temps, soit c'est un fils à papa qui a de l'argent et qui va pouvoir acheter. Et je me dis, bon, l'agent, ce qu'il veut, c'est vendre. Donc j'ai tout intérêt de passer pour quelqu'un qui a de l'argent de famille plutôt que de passer pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Parce que sinon, il ne me prendra pas au sérieux. Je me suis dit, tu n'as pas le choix de tous les cas, donc fais semblant. Et donc je suis arrivé et puis je faisais quelques petites allusions, etc. Comme quoi j'avais déjà étudié mon projet, que j'avais déjà du cash, etc. D'accord. Et donc j'ai préféré prendre, on va dire, cet angle-là plutôt que de passer pour quelqu'un qui était un peu un touriste et qui allait faire perdre du temps à l'agent. Donc il se trouve que finalement, c'est pas du tout une stratégie que j'ai trouvée puisque c'est un bien off-market qu'on m'a apporté, un immeuble. D'accord. Donc c'est un. Voilà, alors juste pour tout le monde, hein, le off-market, si tu peux repréciser. Alors il y a deux manières de trouver des biens, pas très simple. La manière numéro 1, c'est la manière classique. Vous allez sur Le Bon Coin, sur les journaux si vous êtes âgé, ou sur d'autres sites d'annonces en ligne, et vous cherchez des annonces à vendre. Ça, c'est un bon moyen. Le problème, c'est que tout le monde est dessus. Forcément, si c'est sur Internet, tout le monde a vu les biens. L'off-market, en fait, c'est l'idée que les meilleures affaires n'apparaissent pas sur Internet. Pourquoi? Parce qu'un bon agent immobilier, quand il a une super affaire qui lui tombe dans les mains, au lieu de perdre son temps à la mettre sur Internet et de devoir gérer des dizaines d'appels, parce qu'une bonne affaire, forcément, vous allez susciter énormément d'appels, il se dit, OK, là, j'ai un super deal, je vais l'apporter à quelqu'un de sérieux, comme ça, je le vends directement dans la journée, j'ai juste un coup de téléphone à passer, 2 visites à faire, et on est bon, je suis sûr que ça ira au bout parce que la personne a les moyens, etc. etc. Donc c'est une manière pour l'agent d'aller plus vite, de vendre le bien rapidement, sans s'embêter à faire tout le travail de photos, d'annonces, de payer les annonces, de trier les profils, de faire plein de visites, etc. etc. Donc bon, l'agent, il est comme tout le monde, il est un peu feignant et c'est normal. Donc il se dit quel est le chemin le plus rapide vers la vente? Le chemin le plus rapide, c'est d'appeler un client de mon réseau qui a de l'argent, qui a les moyens et qui va être prêt à l'acheter parce que c'est une super affaire en tous les cas. Donc ça partira. C'est ça le raisonnement du off-market. C'est vraiment la base. Et donc, moi, je découvre ça grâce à mon maître de stage. Ouais, ce que j'allais dire, c'est le lien avec ta première expérience. Lui a un réseau de fous. Il connaît plein de personnes, des gros investisseurs qui ont des dizaines d'immeubles et régulièrement, il arbitre des biens. Donc, on m'appelle pour ce bien, ce projet, cet immeuble. Je le visite. Ce qui est incroyable, ça, c'est une anecdote que je raconte souvent en live aux élèves. C'est un immeuble, on me dit, immeuble de 6 appartements. Très bien. À un prix dérisoire de 130 000 euros. Ok, 6 appartements. Affiché 130 000 euros dans une petite ville que je connais très très bien. Il y a combien d'habitants dans la ville pour situer? C'est important. Alors c'est un petit village à côté de 2 agglomérations, donc c'est un tout petit village qui va faire 1000 habitants, donc c'est tout petit. Par contre, à 5 minutes, tu as une ville de 5 ou 6 000 habitants et de l'autre côté, tu as encore une ville de 5-6 000 habitants. Et à 20 minutes, tu as une ville de 50 000 ou 60 000 habitants. Donc c'est très bien placé, c'est des villes, je précise, qui sont extrêmement demandeuses en termes d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises dans ces 2 villes et dans la grande ville, évidemment beaucoup aussi. Donc il y a beaucoup d'emplois, il y a très très peu de vacances locatives, les biens se louent très rapidement, c'est très recherché. Et ça reste à des prix très corrects. Et alors, surtout à ce prix-là, donc 130 000 euros. Aujourd'hui, je te raconte même pas, mais à l'époque déjà, je vois ça, je me dis c'est improbable. J'avais déjà visité des dizaines de biens parce que j'avais pas de stratégie, je savais pas quoi faire, j'apprenais sur le tas forcément. Donc on me dit 6 appartements, 130 000 euros. Je me dis c'est incroyable, super. Et pas des appartements, pas des studios. On parle de T3. D'accord, donc c'est un gros immeuble. Tu l'as vu cet immeuble en plus, toi, donc tu vois très bien. Gros immeuble, magnifique d'ailleurs. Très bel immeuble en pierre, etc. Bon, très bien. J'y vais. Et puis là, je regarde les portes et tout. Je dis mais attends, je comprends pas. Il y a un appartement au rez-de-chaussée. Il y a 2 appartements par étage au-dessus. Et il y a 3 étages au-dessus. Ça fait 7.
Ouais. Et j'ai dit, mais il y a 7 appartements. Et, ah ouais, pardon, ouais, il y a un studio aussi, je l'avais pas noté. Bon, bonne surprise. D'accord, 7 apparts. Donc déjà, je me dis, 130 000. ok, en fait, vu que c'est du off-market, l'agent, il savait qu'il allait le vendre rapidement, il n'a pas Ouais. trop regardé dans le détail, il s'est dit, ok, déjà 6 appartements, 130 000. C'est vrai. Donc je me rends compte que l'estimation du prix, elle a été faite un peu à l'arrache. Ouais. Elle a été faite sur 6 appartements en fait. Ouais. Donc déjà, je me dis, ok, bonus, pas mal. Bon, c'est un studio, mais quand même, ça Ouais, se prend toujours. on prend. Ça se prend toujours. Donc je visite les appartes. Évidemment, c'est à rafraîchir. C'est pas dans un état du tout désastreux. C'est à rafraîchir, peinture, salle de bain, cuisine. Ce que j'ai toujours fait sur Un tous petit mes peu immeubles au ancien. final. Ok. Je négocie 110 000. Je fais une offre quand même. J'attends. Ouais. Ça passe pas. 115 000. On trouve un accord. Ok. 115 000 euros, on trouve un accord. Donc négociation. 115 000 euros, 7 appartements. Ouais, ce qui est incroyable. Alors il y a des travaux. 2 appartements déjà loués. Juste les 2 appartements, ça paye quasiment. Ça payait déjà les 3 quarts du crédit. Voilà. Alors que ces appartements loués depuis 20 ans. D'ailleurs, il y a encore un des locataires qui est encore là aujourd'hui, qui est là depuis 25 ans. Donc fou, ça. au total, donc incroyable. Et donc ce bien, voilà, je le signe. Donc c'est à ce moment-là, le temps de financer, moi je suis à l'étranger, etc. Les travaux commencent. La mise en location, ça prend forcément du temps. Premier chantier, voilà. Ouais, c'est normal, hein, on découvre. Tout a été financé par la banque. Alors ça c'est important, ouais. Je précise, ouais, donc achat, frais de notaire, travaux financés par la banque. D'accord. Donc ça, Erreur c'est à l'époque. Ce qu'on appelle le 110%. 110%. Erreur à l'époque, j'ai fait un crédit sur 15 ans. Voilà, Bah, donc c'est une erreur. Donc ok. la mensualité est un peu plus élevée qu'elle pourrait être. Ouais. Bon, un taux extrêmement bas à l'époque, voilà, c'est très bien. Quoi d'autre? Mise en location des appartements. Aujourd'hui, c'est un immeuble, alors je ne me souviens plus à l'époque, mais je sais qu'aujourd'hui, c'est un immeuble qui rapporte 2 600 euros par mois de loyer. Au total, 2600, ok. en sachant qu'il y a Bon, encore c'est énorme, hein, parce que tu avais fait combien à peu près de travaux, si tu te rappelles, en budget, c'était au combien? total, avec les frais de notaire, on était revenu à 125 à peu près, Ouais. et avec travaux, on va dire 180, 185 000, je crois. D'accord, donc 180 60 000 euros de travaux, on va dire un truc comme ça. Ok, mais même 180 000. Parce qu'il y a 2 appartements qui étaient déjà loués, donc pas de travaux. Ouais. Un appartement qui a été loué sans travaux quasiment, parce qu'on a eu un locataire qui s'est dit, bah vas-y, moi je le prends Je le comme prends ça. comme ça. C'était un rez-de-chaussée, c'est très recherché, etc. Il l'a pris Ok. en l'état. Le studio, il n'y avait quasiment rien aussi. Ouais. Et les autres, il y a eu une rénovation à faire. Voilà. Donc on est autour de D'accord. 60 000 pour rénover 3 ou 4 appartements. Donc Ouais. c'est ça. Puis à l'époque, c'était aussi un peu moins cher Ouais. dans cette zone-là. Donc, Donc on atterrit à 2600 euros de loyer. donc pour un rentabilité coût de 16 global 17%, voilà, de aujourd'hui, on est- 180 000 euros. c'est ça. On a 17% de Donc c'est rentabilité. 17% de rentabilité, c'est Ce qui énorme. est énorme, mais C'est c'est ce que j'avais estimé au départ. Je savais que j'allais louer ces prix-là, Ok. donc les prix sont au-dessus du prix du marché. Aujourd'hui, ce bien-là, si mes locataires partent et que je reloue au prix Ouais, du c'est marché, important ça. on est à plus de 3 000 euros. D'accord. Et j'ai un crédit à Ok. 1 100 euros par mois. Ok. Oui, parce qu'il y a deux choses en fait sur les loyers. C'est-à-dire que d'une part, tu avais des gens qui étaient déjà dans le logement, donc tu peux pas changer leur loyer. Hein, c'est Non, comme non. ça, il y a un contrat qui te lie à eux, c'est le bail. Ouais. Donc ça, c'est une première chose. À leur départ, forcément, comme ils étaient là il y a peut-être 15 ans, bah, tu peux réévaluer le loyer, sans compter que potentiellement, tu peux rafraîchir le bien C'est ça. et encore augmenter la valeur perçue du bien et donc avoir un écart de loyer qui sera très important C'est ça. et arriver à peut-être un revenu qui sera de 3 000 euros plus. Ouais, c'est ça. Et là, c'est fou parce que ce qui ne change pas, en revanche, c'est ton C'est coût le de crédit. revient. Hein. C'est le crédit. Là, c'est un bien qui est déjà payé à moitié. Donc, Ah oui, plus- puisque c'est 15 ans, donc c'est plus de effectivement. moitié. Donc voilà, c'est un bien. Ouais, ouais. Et donc, ça vaut combien ce bien-là moi, j'allais te le dire à peu justement. Donc, déjà en termes de bénéfices, c'est un bien aujourd'hui qui génère 1 500 euros par mois de bénéfices. Ok. Quand tu as tout payé. Avant la taxe foncière, on est à 170 euros sur celui-ci. Donc on est à 1 330 euros de bénéfices net avant impôt sur ce bien. Après, à payer les taxes, les charges, il n'y a pas de charge. Incroyable. Voilà. Pas de travaux, etc. Et c'est un bien qui aujourd'hui vaut autour de 330 000 euros, c'est fou. entre 330 et 350, peut-être plutôt 350 avec les. Bah, si tu as 3 000 euros de à la- revenus. Non, derrière. avec 2 600 euros de revenus. Oui. Avec 3 000, ça vaut autour de 380, 390 000. D'accord. Ok. Parce qu'on valorise ce bien, bien sûr, au niveau des loyers. C'est un investisseur qui va racheter ce bien, Oui. donc il va l'acheter en fonction de combien ça rapporte, c'est logique. Bien sûr. Et donc, avec ce niveau de loyer, je sais que très facilement dans la région, je le vends 350 000 euros. Donc, c'est une plus-value de combien 170 000 euros. Ah bah oui, 170 000, sachant que tu as déjà fait amorti x2, une en fait. partie en plus. Hein. Oui, non, mais là oui, aujourd'hui, je récupérais beaucoup en revendant. Donc, c'est D'accord. un bien qui a quasiment doublé de valeur. De par l'apport. Alors, c'est pas grâce au marché, hein, le marché n'a pas augmenté, Ouais, pas ça- tant que ça. pas trop. C'est grâce à la prise de valeur du bien, rénovation, remise en location et les loyers, en fait. Tout D'accord. simplement. Donc, c'est un beau x2 sur un projet, donc il n'est pas revendu. Hein, le Ouais. but, c'est pas de le revendre. Mais bon, c'est déjà une super belle opération. C'est un bon départ dans la vie d'investisseur. Je veux Tout à dire, fait. c'est exceptionnel de partir avec ça. Donc là, voilà. Donc là, néanmoins, je suis bloqué à ce moment-là. Après Ouais. ce projet, Ouais, même ouais. si j'ai des très bons revenus, etc., je me dis, ok, oui, super. Maintenant, j'ai besoin et j'ai envie. Alors là, c'est un projet que j'ai fait en association. Ouais, Maintenant, j'ai envie de prendre ma route tout seul et de faire mes projets tout seul. d'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai 19 ans, je reviens du Canada, j'ai Ouais. mon diplôme, super. Et je me dis, bon, tu as 19 ans, ça y est, tu as déjà fait un projet, tu es attiré par l'entrepreneuriat.
je suis perdu. Je me dis, c'est bon, pas- j'ai envie d'acheter, j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire de l'immobilier toute ma vie. Vraiment, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire. Ouais. Et je me dis, comment tu peux faire ça? Bon, bah, il n'y a pas de secret. Prends un travail, prends un revenu. salaire. Et bah, tant pis, c'est pas ce que tu veux faire, mais c'est ce qu'il faut. Fais ce qu'il faut, etc. Et donc, je trouve un CDD dans une agence d'assurance. CDD de 2 ou 3 mois renouvelable. Ok. Donc, j'y vais, je prends CDD, donc c'est payé au SMIC. Le SMIC à l'époque était de 1 200 € net. Ok. Voilà. Donc 1 200 € net, c'est le salaire que je touche. J'ai un bac plus 3, je le rappelle, qui est un bon bac plus 3. Ouais. J'aurais pu toucher, si j'étais allé travailler ailleurs, beaucoup plus. Très clairement, j'aurais pu toucher peut-être pas beaucoup plus, on s'entend, 1600, 1700 € par mois, un truc comme ça. Bon. Je choisis d'aller là-bas parce que je me dis, ok, les assurances, ça m'a toujours attiré. C'est pas loin de chez moi, ça me permet d'avoir un revenu, de mettre de l'argent de côté. Je sais que je vais économiser beaucoup d'argent pendant cette période. J'ai 19 ans, je suis chez mes parents, donc je me dis, parfait, très bien. Je prends ce travail, 2 mois. Et en fait, au bout de quelques jours, je me dis, il y a peut-être un potentiel. Pourquoi? Parce que le travail que je fais en fait, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de la gestion électronique de documents. D'accord. C'est un nom bien pompeux pour dire que je trie et je scanne des papiers. Je scanne. Voilà, enfin, très simple. Merci pour la traduction. Voilà, donc c'est un terme voilà, technique. Et donc je fais ça. Donc je trie et je scanne les documents dans les assurances parce que en gros, on est dans une période, et d'ailleurs c'est encore le cas aujourd'hui, même des années après, où on est sur une transition entre le papier et le numérique, tout simplement. Donc, on a besoin de personnes pour en fait passer des contrats anciens qui ont des décennies à des contrats plus récents et les passer sur le système informatique, en gros, des agences. Faire très simple. Et donc, je fais ça, mais je me dis, mais attends, tu es en train de faire ça en tant que salarié, tu gagnes 1 200 € par mois. Ok, je pense que plein d'agences en France adoreraient avoir quelqu'un pour faire ça. Parce que moi, on m'a formé pendant ce temps-là. Oui, parce que tu le faisais pour cette agence-là. Oui, une agence. Tu le faisais pas. Et le directeur, il me forme. Il me dit, faut que tu fasses ça, comme ça, comme ça. Moi, je commence à faire des astuces pour aller plus vite, pour optimiser mon temps. Je me dis, mais attends, est-ce que je sais faire là? Bon, c'est pas un métier de prestige, mais mine de rien, qui fait ça en France? Personne. Personne sait faire ça en fait au final. Personne n'a cette compétence-là. Et encore moins quelqu'un qui propose ce service en tant qu'entreprise à des agences d'assurance. Et donc, bon, c'est pas une idée incroyable, hein, on va en reparler, c'est pas l'idée du siècle, hein, mais je me dis à 19 ans, il y a un truc à faire, tu vois. Et donc, au bout de 2 mois, j'en parle à mon directeur, j'ai quasiment fini ma mission et je lui dis, bah écoute, moi je me suis dit que ce service que j'ai fait avec toi, d'autres agences le voudraient. Est-ce que tu me confirmes? Il me dit ouais. Je lui dis ok, donc tu es d'accord que ça a un potentiel d'entreprise, enfin de prestation? Il me fait bah carrément, moi demain, si j'en parle à d'autres collègues, enfin d'autres, pas collègues, mais en tout cas d'autres confrères ou consoeurs, ils vont être ravis de payer quelqu'un pour le faire. Ils n'aiment pas faire ça. Je me dis mais attends, c'est fou, parce que c'est-à-dire que j'ai une compétence que les autres n'ont pas, ça veut dire que je vais plus vite que les autres. Donc ça, je peux facturer plus cher. Ça veut dire qu'ils ne vont pas se prendre la tête, qu'il va y avoir une sécurité, parce qu'on parle de contrats, c'est sensible, hein, au-delà du fait de scanner, etc. C'est pas scanner n'importe quoi, c'est scanner des contrats qui font le cœur de leur activité. Si tu fais n'importe quoi, parce qu'après, moi je jetais des documents, donc des documents qui partaient en destruction dans les entreprises spécialisées, etc. Si je me mets à jeter ces documents, les mauvais documents, ou sans les avoir scannés, qui sont perdus, bon courage. Là, c'est très grave, tu vois, et ça peut remettre en péril, l'entreprise. Donc je me dis, ok, tout ça confondu, testons. Je lui dis, est-ce que ça te dérangerait, parce que je savais qu'ils avaient un réseau social interne de tous les agents d'assurance de France, je lui dis, est-ce que ça te dérangerait de me faire un petit message de recommandation avec mon numéro de téléphone? Il me dit, non, avec plaisir, ta mission se termine, moi ça me fait plaisir, je te dois bien ça. Génial. Je dis, ok, je lui écris le message. Pour l'importance du relationnel au passage, ça on le retrouvera un petit peu quand on parlera de… Et l'importance, et ça j'ai fait un podcast là-dessus, l'importance aussi de travailler parfois sans avoir le résultat financier directement. Exactement. Parce que si j'ai pas fait ce choix-là au final à ce moment-là de bosser pour le SMIC, ce qui était clairement pas ma valeur, clairement pas à ce moment-là sur le marché, et ben j'aurais pas eu cette opportunité. Et plein de personnes à un moment ont eu l'opportunité, c'est bien de le souligner, on dit non. Et en fait au final, qu'est-ce que j'allais apprendre à bosser dans une entreprise, à faire du tableau Excel toute la journée? La chance de trouver un idée de business aurait été très faible. Là, en faisant quelque chose de concret, de nouveau, je savais très bien ce que j'allais faire, hein, je me suis dit bon, potentiellement il y a quelque chose à faire. Alors, et également parce qu'on a déjà discuté, et une chose qui moi me marque parce que j'ai pas du tout fait ça et je le regrette, j'essaie de rattraper le temps perdu, mais tu m'expliquais que lorsque tu faisais ce travail qui est quand même un travail réparatif, hein, tu refais toujours la même chose, tu scannes les papiers, tu écoutais énormément de podcasts. Pas à ce moment-là. J'étais salarié, j'avais pas le droit. D'accord, ok. Ils voulaient pas. Ok. Donc c'est venu après ça. Après, ok, super, génial. Donc c'est après. Je voulais le faire, mais non, c'était compliqué. D'accord. C'est compliqué. C'est ça qui est marrant quand on est salarié versus entrepreneur. Parce que là, j'ai découvert ça m'a marqué. Moi, je me dis, mais en fait, tu utilisais un temps pendant lequel tu produisais. Et en fait, tu te formais doublement parce que tu te formais d'un côté et tu bossais de l'autre. Donc, c'est très bien, ça fait la transition. En fait, à côté, déjà, je gérais mes travaux d'immeuble à côté. C'est-à-dire que le soir, j'allais voir mon chantier. Parfois, j'ai fait des trucs moi-même aussi parce que c'était le début. D'accord. Et à ce moment-là, donc voilà, il fait un message sur le groupe. Le groupe, qu'est-ce qui se passe? On est le jeudi soir. Le vendredi, c'est mon dernier jour. Donc, je vais au travail, je mets mon téléphone en fort
et je continue de bosser. Et là, je vois un appel, premier appel. Je décroche. Bonjour, agent d'assurance de telle ville, j'ai vu votre message sur le réseau social interne, je serais intéressé, etc. Je prends les coordonnées, je dis, bah, écoutez, ouais, dites-moi, c'est quoi votre besoin. Ouais. Donc il m'explique en gros la quantité de dossiers, etc. Je fais, ok, très bien, vous êtes dans quelle ville? Il me donne la ville en région parisienne. D'accord. Je fais, ok, très bien. Et je dis, c'est urgent. Il fait, ouais, c'est urgent, il nous reste très peu à finir. Ouais. Vraiment, il y en a pour une semaine max, je pense. Et moi, D'accord. j'ai confirmé. Il me dit, mais là, par contre, il faut qu'on fasse vite, quoi. Ouais, On a marre. pas- En fait, être en entre-deux, entre numérique et papier, c'est vraiment chiant C'est un pour eux. enfer. C'est compliqué. Donc, il me dit, non, franchement, par contre, c'est urgent, etc. Je dis, ok, ben, vous voulez commencer quand? Il fait, bah, le plus vite possible. Je dis, bah, écoutez, je termine aujourd'hui, je peux venir demain. Ouais. Et non, pas demain, lundi, pardon. Lundi, je dis, ouais. je viens lundi. Il me dit, bah, c'est parfait, très bien, faites-moi le Ok. devis, etc. Il me dit même pas faites ton devis, il me dit, faites-moi un mail avec le prix, c'est ok pour moi. Et là, je me dis, wow, incroyable. Je dis, bon, ok, merci, je vous fais le mail. Je raccroche. 5 minutes plus tard, un autre appel. Je décroche, agence d'assurance de telle ville, Pareil. etc. Ouais. Là, pour le coup, c'est un projet beaucoup plus gros. Il me dit, D'accord. mais voilà, moi aussi, c'est urgent et tout. Je me rends compte qu'en fait, tout le monde a un besoin urgent. Tout le monde a envie d'avancer maintenant. Donc, je lui dis, bah, écoutez, bah, là, j'ai déjà un contrat pour la semaine prochaine, mais est-ce que la semaine suivante, ça vous irait? Ouais. Sauf que c'était à Bourges, donc Ok. c'était au sud de Ouais, Paris, donc donc ça c'était collait pas pas- mal. ouais. Il me dit, ouais, c'est bon et tout, etc. Je lui dis, vous savez le nombre de dossiers? Il fait, je sais pas trop, mais venez voir, etc. Quand vous passerez, verra, ouais. on s'arrangera et tout. Moi, je me dis, c'est pas grave, ok, on verra bien, je m'arrange avec la personne, je fais confiance à l'humain, je me dis, ok, on verra. Au pire des cas, si ça le fait pas, bon, bah, j'irai ailleurs. Et Je je rentrerai, me dis, ouais. c'est déjà incroyable d'avoir 2 clients. Je dis, je veux pas passer à côté de ces clients, tu vois. Bien sûr. Donc, je dis, c'est bon. Ça rappelle. En une journée, j'ai booké quasiment 5 ou 6 mois de contrat de suite. Ouais, donc Enchaîner t'avais un les uns à la besoin, suite des t'avais- autres. T'avais bien analysé le besoin et il y a eu Bah, une demande immédiate. Quoi. Voilà, je me suis dit, ok. Et j'avais pas défini de pricing. Donc là, je dois envoyer le devis au mec de la première semaine. Ouais. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui serait. Puis là, tu dois le faire de manière professionnelle, entre guillemets. Je vais lui faire un mail avec un. Et Voilà. puis créer une entreprise, une auto. Enfin, Je crée une auto-entreprise directe, c'est-à-dire que je crée ma Ouais. micro-entreprise immédiatement. ouais, tu fais parce ça que c'est l'avantage- correctement, tu fais. Et L'avantage, c'est que la micro-entreprise, tu la crées en une journée. Enfin, Ouais, littéralement. En fait, je crois que tout à fait. tu crées. Moi, j'avais fait un peu avant, j'avais anticipé la semaine d'avant, un truc comme ça, j'avais fait les papiers. Ouais. Et en grosso modo, une semaine plus tard, tu as ton cabis, c'est Parfait. parti, quoi. Donc, c'était super simple. Et en plus, Génial. quand tu es jeune, tu as moins de 26 ans, tu as des économies sur les charges sociales et tout. Ouais, Donc, bien il sûr. y a plein d'avantages à entreprendre quand on est jeune. Donc, je crée ces micro-entreprises et tout. Je lui dis, Ouais. ok, bah, je vous fais un devis ce soir. Le soir même, je lui fais un petit devis. Je me dis, combien je peux facturer? J'ai aucune idée de combien. Et moi, je me dis, j'ai gagné 1200 euros par mois. Ouais. Je me dis, bon, ce qui serait cool, c'est de gagner 3000 euros net. D'accord. Par mois. Ok, donc tu te Moi, fixes dans mon un- idée, je me dis 3000 euros net, c'est bien. En fait, là, je fais l'erreur de me dire, je prends le problème dans le mauvais sens. C'est pas combien lui va payer, c'est combien moi je veux toucher. Ça n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire, c'est combien lui serait prêt à Oui, s'il payer est prêt à payer. pour ce service. Et donc, je réfléchis, je me dis, avec le déplacement machin, tu vas rigoler, mais je me dis, allez, 1250 euros pour la semaine. Je me dis, c'est Entre- énorme. Parce que ça fait, si je fais le C'est calcul, plus que ton salaire. plus de 5000 euros par mois. Ouais, d'accord. Je me dis, c'est énorme. Mais bon, le déplacement, l'hôtel, parce que je dois payer l'hôtel et tout. Ouais, bien sûr. Je lui envoie le mail, le mec, j'envoie le mail et je l'appelle immédiatement après. Et je lui dis, bah là, je vous ai fait le mail. Il me fait, ouais, c'est bon, ok, pas de problème. Je dis, wow, yes. Trop bien. Génial, yes. Donc, Heureux. j'ai pas de voiture. À ce moment-là, moi, j'ai permis, mais j'ai pas de voiture. J'ai rien, tu vois. Ok. J'ai vraiment rien. Je me dis, bah, ok, je prends un bus de ma ville à Paris qui Ouais. prend 6 heures le dimanche. Donc, je pars, Sympa. ma maman m'amène à la gare routière. Ouais. Et je pars à genre 14h et je pars pour Paris en bus. L'aventure, Après, je quoi. prends un Blablacar jusqu'à la ville. Enfin, voilà, vraiment l'aventure de fou. Je dors dans un hôtel première classe, des petits hôtels à 50 euros avec les ouvriers étrangers à côté qui Ouais. font du bruit et tout. Enfin, c'était vraiment drôle. Le gars, donc mon client, se prend d'affection un peu. Il se dit putain, il est courageux et tout. Il vient me chercher tous les matins parce que c'est une ville qui n'est pas forcément Bien desservi. et très safe. C'est-à-dire Ah, que aller tout d'accord. seul à pied, moi je l'ai à pied. Hein. J'ai vu l'hôtel était à 40 minutes à pied, je me dis bah c'est pas grave, j'ai fait à pied. Et au pire, je fais du stop. Premier jour, je fais du stop. Premier jour, je descends de mon hôtel, je vais à son service, je vois une auto-école, je lui dis vous allez où? Il fait bah dans le centre. Je lui dis bah vous pouvez me déposer? Ouais, pas de problème. Et voilà. Parfait. La débrouillardise, quoi. Tu vois, je me dis, Ouais, voilà, ouais, ça ok. c'est le Canada qui m'a beaucoup appris ça, le fait d'être à l'étranger et Ouais. tout. J'ai appris le fait de parler aux gens, de ne pas avoir peur, etc. Ouais, petite anecdote marrante, quoi. Et donc le gars se prend affection, finalement il se dit non mais attends, je vais te déposer le soir, je vais venir te chercher le matin. Le soir il me paye à manger dans l'agence, on mange tous les deux, pizza, Sympa. etc. Sympa. C'est super sympa. Je me dis ouais mais c'est incroyable. Déjà la manière dont je suis traité, elle Par est rapport totalement à- différente. Non pas que je t'ai maltraité, pas du tout. Mais je veux dire, je trouve mes écouteurs, j'écoute des podcasts, comme tu l'as très bien Ouais. souligné. Pour moi c'est hyper important. Je me dis je vais me former à des choses, je vais être proactif en fait. Je vais me mettre à apprendre de nouvelles compétences,
je vais développer, je vais écouter des vidéos en anglais, je vais perfectionner mon anglais, je vais écouter des vidéos sur le business, sur l'immobilier, je vais continuer de me perfectionner, des livres audio aussi, j'écoute beaucoup de livres. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup de gens qui parlent du manque de temps. Ouais, non, t'as toujours du temps. Pour notamment se former, même qui nous disent, nous on a eu un élève vendredi, tu vois, Xavier, qui nous disait que lui, pendant son travail, il mettait son téléphone, il écoutait notre formation dans ses oreillettes pendant qu'il faisait autre chose, quoi. Oui, des choses qui ne demandent pas d'avoir une. Ou en voiture, alors pas la vidéo, mais l'audio. En voiture, ça fait très bien. Bon, ça et encore aujourd'hui, je fais ça. J'écoute des podcasts, j'écoute des livres audio en voiture. Je fais que ça. Quand je fais la route, 6 heures de route, je fais ça. Et donc j'écoute pendant toute la journée les audios, je fais mon travail, je suis payé à la fin. Et puis au milieu, il me dit non mais ton prix, ça va. Il me dit, je te le dis sincèrement, il était super sympa et tout, on se tutoyait et tout. Il me dit, je te le dis sincèrement, tu peux pas facturer ce prix-là. C'est pas assez. Comment tu t'en sors et tout. Et je lui dis, mais moi je comprends pas, je me dis, mais c'est énorme ce que j'ai facturé. Et en fait, bon, évidemment, je gagne de l'argent, mais mon hôtel c'était pas cher. En fait, je m'étais débrouillé pour que je gagne de l'argent. Au final, je gagne peut-être 800 € sur la semaine, un truc comme ça. L'hôtel devait peut-être coûter 30 € la nuit. Enfin, c'était quelque chose de ridicule. Pour manger, je vais acheter au supermarché. Enfin, vraiment, c'est la débrouille totale. Vraiment, c'est la débrouille. Et je me dis, non, mais ça, il a raison, etc. Et donc, je perds pas je garde ça en tête. Et rappelle-toi, j'ai pas fait de devis pour mon deuxième projet. Pour le deuxième, Et je me dis, bon, bah parfait. Je vais pouvoir commencer à appliquer et voir jusqu'où on peut aller. Et là, je commençais déjà à prendre les bases de business. Je comprends que ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes et c'est de tomber sur un accord avec ton client. Ce qui compte, c'est que chacun soit gagnant en fait, dans l'histoire. Bien sûr, Et donc lui, clairement, me dit, non mais attends, là, j'ai l'impression de t'avoir exploité, quoi. Il me dit pas comme ça, mais quasiment. Bon, je lui dis, bah merci de me l'avoir dit. C'est sympa, je te demande pas plus. Pas de problème, tu as été super sympa et tout, et merci pour ça. Je pars dans l'autre projet, et là, en fait, je commence à augmenter mes prix. Je vois en fait le potentiel que je peux avoir sur ce projet. Je vois que ça leur enlève une épine du pied qui est énorme, parce qu'ils se disent, putain, un gars qui est fiable, qui est efficace. C'est-à-dire que moi, en un mois, je fais le travail d'une personne en 2 ou 3 mois, parce que je sais ce que je dois faire, parce que je suis efficient, parce que j'ai mis en place des stratégies, etc. Donc, s'ils avaient recruté un intérim ou une autre personne, ça leur aurait coûté finalement beaucoup plus cher. Même si moi, ça coûte 3, 4 fois, 5 fois le prix. Bah, au final, ils gagnent quand même du temps et ils gagnent de la fiabilité et de la sécurité. Et au final, je finis dès le deuxième mois, je me mets à facturer 7 000 € le mois. Donc, au final, je me débrouille pour trouver un logement chez l'habitant. Une chambre chez l'habitant, ça me coûte 200 € par mois. Je me débrouille pour vivre pour pas cher. Oui, tu optimises tout en fait. J'ai très peu de charges parce que j'ai droit à la réduction sur les charges sociales, etc. en tant que créateur d'entreprise. Donc, au final, très rapidement, je me dis. Tu te mets à bien gagner ta vie. Ouais, je me mets à gagner ma vie. Au bout de quelques mois, je me mets à gagner des bonnes sommes. Je me prends aussi beaucoup de temps off. Parce que finalement, je gagne bien ma vie, je peux voyager. Moi, ma passion, c'est voyager. Donc, je mets un peu à voyager, je gagne du temps pour mes projets immobiliers, etc. Et donc, rapidement, je me mets à gagner 5, 6, 7 000, jusqu'à 10 000 € en un mois. Là, tu as 19 ans. 19-20 ans, voilà. OK. Voilà. D'accord. Donc, je monte rapidement à ça. Ça ne dure pas longtemps ce projet parce qu'au bout de 6-7 mois, donc encore une fois, c'est pas 6-7 mois où j'ai gagné 7-8 000 € par mois. C'est pas ça du tout parce que je me suis pris un mois off. Tu as pris du temps. Voilà, je me dis, je gagne bien ma vie, je profite et surtout, je prends du temps pour mes projets immo parce que mon but, ça reste de mettre de côté. Donc, je mets de côté un maximum d'argent. Au bout de 6-7 mois, je me dis, bon, c'est sympa, tu gagnes bien ta vie, mais tu es arrivé au bout. C'est-à-dire que j'ai eu 2-3 refus de devis où des gens me disaient, non, mais là, vous abusez, c'est trop cher. Je me dis, bon, ok, je suis arrivé au bout du modèle, je ne pourrais pas aller chercher au-delà de 10 000 € par mois. Ça ira pas plus loin. C'est très bien, 10 000 € par mois, mais je dois quand même beaucoup bosser, c'est un travail qui est dur. Et je me dis, ok, est-ce que je ne pourrais pas trouver une manière de le déléguer? Et là, je trouve un moyen de sous-traiter cette activité. On va dire, en tout cas, c'est pas, je dis souvent que ça a été revendu, mais ça n'a pas été revendu en soi. C'est juste que j'ai trouvé un ami qui voulait lancer une activité. Je lui ai dit, écoute, je t'apprends comment faire. Et au final, je te facturerai une partie de ton chiffre d'affaires. D'accord. Donc voilà, je faisais une facture à mon ami et il me reversait une partie de son chiffre d'affaires, tout simplement en commission. Oui, gagnant-gagnant une nouvelle fois. Très exactement. Et du coup, lui, il est content parce que je lui amène des clients. Parce que tous les clients, moi, j'avais mon réseau. C'est-à-dire que tous mes clients me recommandaient à d'autres. Donc j'étais harcelé de demandes, littéralement. J'avais beaucoup trop de demandes. Tu ne pouvais absolument pas couvrir la demande. Impossible. Et encore aujourd'hui, j'ai des contacts pour ça d'ailleurs. C'est incroyable. Hein. Et on est 7 ans après. Et on est 7 ans, 7 ans, non 7 ans après. Et donc, du coup, mon ami fait ça. Moi, ça me permet d'avoir un petit revenu. Alors, pas énorme, mais ça me permet quelques centaines d'euros qui reviennent. Et je me remets dans l'immobilier. Je me remets dans l'immobilier avec cet argent-là, donc j'ai mis de côté pas mal d'argent et je me dis ok, je préfère gagner moins, mais parce que c'est un métier, encore une fois, je scannais des papiers, quoi. C'est clairement pas un boulot valorisant, c'est vite rébarbatif, même si tu apprenais beaucoup de choses. T'es seul tout le temps. T'es tout seul tout le temps. Les gens autour de l'agence, ils ont un peu de la peine pour toi parce qu'ils disent voilà, lui, toute la journée il fait ça. C'est un fou, quoi. Moi, il me prenait pour un fou. Et puis ils imaginaient que je gagnais très mal ma vie. Ils ne savaient pas que je gagnais aussi bien ma vie, que je gagnais 4-5 fois plus qu'eux, quoi. Et ils ne disaient pas ça. Donc les deux cumulés, ils se dire oh, le pauvre et tout, c'est compliqué. Quoi. Alors qu'en fait, moi j'étais très content de faire ça. J'avais mes écouteurs, eux pendant ce temps, ils ne pouvaient rien faire d'autre. Moi j'apprenais un masse de choses sur les logiques entrepreneuriales, etc. Donc je me développe à mort. En plus, je prends l'expérience parce que je crée une entreprise, j'apprends à vendre à des clients, j'apprends à négocier, j'apprends à facturer correctement, à gérer une entreprise finalement sur tous les aspects comptables, etc. Faire les choses correctement. Et je me dis voilà, génial, trop bien. Je délègue, je passe sur l'immobilier, je retrouve un autre immeuble.
Alors là, c'est un immeuble, pour te dire les chiffres, alors celui-là, j'ai moins les chiffres en tête, je crois que j'ai acheté 120 000 euros, il était affiché à 130, j'ai acheté 120 celui-là, je crois. C'est un immeuble avec 3 appartements et un local commercial. D'accord, j'ai vu aussi, effectivement. Je trouve cet immeuble, je fais rapidement les chiffres, financé intégralement, achat, travaux, frais de notaire, donc je mets 0 € de poche, enfin si je mets les frais de dossier, 700 €. Voilà, mon apport c'est 700 € au total. Différé de 2 ans. 2 ans, donc pendant 2 ans, je rembourse 100 € par mois. Et c'est un immeuble qui aujourd'hui rapporte 2200 € je crois par mois de loyer. Ok, et pour un crédit qui est en face de combien? Alors, crédit qui était de 100 € par mois pendant les 2 ans de différé, donc je te laisse imaginer. Et aujourd'hui, on a 840 € de crédit. Donc tu es à nouveau sur quelque chose autour de 1400, 1500 € de bénéfices mensuels. Voilà, et après la taxe foncière, elle est très légère, cette taxe foncière, elle est à 1000 € par an. Donc tu as moins de 100 € par mois. Donc j'ai un peu plus de 1200 € par mois de bénéfices sur ce projet. Voilà, avec un local Oui, commercial qui est une agence d'intérim qui est un très très gros groupe, donc je suis donc très sécurisé là-dessus. Un D'accord. très grand appartement qui a été refait à neuf et 2 appartements qui sont aussi en excellent état. Ouais. Mais donc tu as 2 projets immobiliers, parce que c'est important, hein. Tu as déjà 2 projets immobiliers, 2 immeubles, et ça te rapporte déjà l'un 1400 € on va dire, et l'autre 1200 €. Tu es déjà à 2600 € de revenus avec deux projets immobiliers. Exactement. Et pas énormément investi, parce que c'est ça aussi, c'est que en gros, coût de revient du premier 180 000 €, et coût de revient du deuxième, tu es à peu près à combien? Le deuxième, on est à 177 000 €. D'accord. Pour être précis. Donc ça, j'ai en tête que c'est mon crédit. Donc là en gros, tu as emprunté, tu as mis 0 de ta poche sauf 700 € de frais de dossier. J'ai dû rajouter, pour être transparent, j'ai dû rajouter 5 000 € de ma poche sur des meubles que j'ai pas forcément prévu. D'accord. Donc un meuble et excellent de travaux. Voilà. Donc j'ai dû mettre 5 000 € au total. 5 000 €. Au final, c'était pas prévu, mais c'était pour que ce soit mieux. Et parce qu'en fait, au final, il y a un appartement que je devais faire en nu et que j'ai fait en meublé. Voilà, c'est ça. Le grand appartement de 90 mètres carrés que j'ai refait à neuf de zéro. Ce bien-là, je devais le faire en nu. Finalement, je l'ai fait en meublé pour des raisons d'optimisation. Donc voilà pourquoi. Donc en fait, la banque a financé tout, sauf 5 000 €, on va dire. En sachant que rien qu'avec le différé, bon. Oui, pendant 2 ans, tu avais plus de 2000 € qui rentraient. Un peu moins parce qu'il y a eu le temps des travaux, etc. Bien sûr. Tu as compris l'idée. Bien sûr. Donc extrêmement rentable. À ce moment-là, donc moi je vais enchaîner, je continue, etc. Les visites, tout ça. Et puis à ce moment-là, donc j'ai encore l'activité d'assurance qui continue, mais qui commence un peu à s'éteindre parce que voilà, je ne m'en occupe pas trop. Et puis c'est la personne qui s'en occupe qui gère son business, donc c'est à lui de gérer. Donc moi, voilà, je suis pas là pour être derrière. Et je développe un compte Instagram à côté. Je commence à voyager à ce moment-là, je me dis, bon, c'est cool, j'ai ces revenus d'assurance, j'ai mes revenus immobiliers. Bon, ok, profitons un peu. Moi, j'ai toujours rêvé de voyager, ça a toujours été ma passion. Tu voyages où au début? En Asie. En Asie. Voilà, moi j'ai toujours voulu découvrir l'Asie. Ça m'a toujours fasciné. Donc j'ai fait un trip sur 5 pays d'Asie du Sud. Donc l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie et le Cambodge. Voilà. Donc ça c'est un trip qui m'a pris 3 mois, je crois. Pendant 3 mois, je suis parti. Donc là, j'avais 20 ans, je crois. Et je suis parti tout seul. Et puis j'ai rejoint des amis m'ont rejoint après pendant ces quelques mois. Donc c'est incroyable. Je découvre. Là, je me dis, mais c'est incroyable. J'ai envie de vivre cette vie vraiment tout le temps. À ce moment-là, je commence à développer un compte Instagram. Où je poste du contenu sur l'immobilier, du contenu sur mes business, parce que je commence à lancer d'autres business aussi à côté, en ligne, dans le domaine de l'affiliation pour être précis. Ça marche pas très bien, c'est un peu compliqué. Et je développe mon audience Instagram en postant mon quotidien en fait, d'entrepreneur, d'investisseur, en parlant un peu des assurances, en parlant un peu d'immobilier, en parlant un peu de tout ça. Et moi, je reste un peu. Tu partages du quotidien. Et... Tout ça se déroule en même temps. Voilà. Et donc, très bien, ça se passe super. Et je me dis, bon, là, ça devient compliqué, j'ai envie de développer une activité, et j'ai envie de continuer l'IMO, je suis aussi un peu bloqué niveau financement parce que forcément, j'ai pas de revenus fixes, j'ai pas de salaire, etc. C'est compliqué. Comme tout le monde, hein. Comment je peux faire? Et là, je me dis, bon, tu as une petite audience de 1000 personnes. Vraiment, c'était tout petit sur Instagram, et je me dis, bon, allez, ok, pourquoi pas développer quelque chose sur cette audience? Et en fait, moi, j'avais développé un logiciel sur Excel à la base, c'était un simple fichier Excel pour analyser les projets. Pour analyser mes projets immobiliers. Donc que tu utilisais toi au début Juste pour moi, je mettais mes chiffres et en fait, moi, vu que je suis un peu un fou des chiffres, j'aime bien ça et je m'étais dit, ok, je vais faire un tableau qui va calculer mon rendement, mais aussi toute la fiscalité. D'accord. Oui, génial, on va tester ça. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon, ok, on va lancer une nouvelle activité. J'ai des amis proches de moi qui font l'IMO qui me demandaient ce tableau, donc je leur envoyais comme ça, je leur donnais mes potes. Et puis je commence à avoir plein de personnes qui me disent, ah ouais, tiens, le tableau que tu m'as filé, est-ce que je peux le filer à un ami qui le demande aussi? Je dis, c'est fou, ça intéresse vraiment beaucoup de gens parce qu'ils voulaient savoir la fiscalité, comment ils allaient payer d'impôts, etc. Toujours. Oui, il y a un marché, forcément il y a un marché. Si les gens demandent, il y a quelque chose à faire. Et donc je me mets à développer ce produit-là de manière plus professionnelle, donc j'engage un graphiste qui me le refait, etc. Et je me dis, je vais commencer à vendre et je lance cette nouvelle entreprise. Et là, ça cartonne sur Instagram. J'en vends énormément. Juste ma petite audience et un ami qui fait également la promotion sur son compte à lui, on en vend pas mal. Donc je me dis, ok, super.
potentiel hyper intéressant. Et en fait, moi, je faisais avant de l'affiliation, ça m'intéressait moyen. Et je me dis, bah, moi, l'IMO, c'est ma passion. Ouais. Donc, vendre un logiciel autour de l'IMO, bah, c'est génial, c'est parfait. Donc, je continue cette activité. Et donc, c'est comme ça qu'est née ma première société, qui s'appelle Pyramid Media. Et je vends ce logiciel, du coup, avec ma société. Je me dis, OK, bah, là, j'ai commencé à avoir pas mal de clients, j'ai de la publicité, des centaines de personnes achètent ce logiciel. Ouais. Donc, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'allais dire un produit en tout cas qui, moi, avait capté mon attention, puisque c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Ouais, parce que tu avais vu ma pub. Vu la pub, on avait échangé, j'avais acheté le produit. J'étais déjà investisseur. Il était comment ce logiciel? Ah, très bien. Ouais. Très bien, j'étais très suspicieux au début. Ouais, je me rappelle très bien. Extrêmement suspicieux. Ouais. Je me demandais s'il n'y avait rien qui avait été oublié, notamment sur la fiscalité, parce que j'aimais bien ça également. Et finalement, non, rien n'avait été oublié. Et c'est vrai que c'était un gain de temps qui était non négligeable. Donc c'était intéressant. Je l'avais acheté. Et puis c'est comme ça que c'est venu. On a commencé à discuter. Et entre-temps, en fait, c'est un logiciel que j'ai fait développer par un dev. Donc c'est devenu un vrai logiciel en ligne. C'est plus un tableau Excel. C'est devenu un logiciel en ligne avec login, mot de passe, comme n'importe quel logiciel que vous pouvez acheter sur Internet, n'importe quel service. Et qui existe encore aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes qui ont acheté ce logiciel. Donc ça a été un gros succès. Et puis au final, vu que c'est ma communauté Instagram, je suis très proche de ces gens-là, je leur parle, etc. Ils me disent, mais super, moi j'avais fait une petite formation avec le logiciel gratuite en bonus que j'avais offerte, une formation d'1 heure où je montre comment je trouve des biens. Ouais. Et je commence à évoquer un peu des points de stratégie, etc. Et puis on me dit, mais c'est super, on voudrait en savoir plus. Et moi à ce moment-là, je cherche d'autres immeubles, etc. Je suis dans une phase de recherche, je peux juste pas trop acheter, ma boîte se lance. Et en fait, je me mets à créer des formations autour de ça, à créer d'autres petits produits, etc. Jusqu'à arriver, après, la chronologie, franchement, elle est compliquée à avoir. Là, il se passait plein de choses en même temps. Tout ça, il y a eu après, en 2020, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid qui est arrivé, etc. On a créé de fil en aiguille notre formation ensemble, en collaboration, où tu interviens, où tu es dans marchand de biens sur la formation. Donc Stratégie Empire, où on parle à la fois d'immeubles de rapport, qui est mon expertise, et marchand de biens. Entre-temps, j'achète d'autres immeubles. Entre-temps, je pars à Bali. C'est ça effectivement, aussi. Là c'est vrai que tout va vite. Tout va très vite. Je pars vivre à Bali pendant 9 mois parce qu'il y a les différents confinements en France et je me dis, bon, ok, moi je ne supporte pas, je suis un féru liberté. Pareil, entre-temps, j'étais déjà reparti en Asie voyager, etc. plusieurs mois, j'avais commencé à voyager, etc. Ce qui était très intéressant pour nous, parce que tu sois à Bali, on a eu un projet qui est allé à son terme. On va y revenir, justement. Donc, juste après, pendant cette période-là un peu compliquée en France, j'ai des amis qui m'écrivent et qui me disent Baptiste, on est à Bali et tout. J'ai dit, mais vous êtes fou, Bali, c'est fermé. Enfin, moi, j'étais voir sur Internet, on disait Bali, pas de touristes, on oublie. Et il me dit, c'est pas aussi simple que ça, il y a un visa spécial que tu peux faire. Il faut passer par un agent, il faut payer un agent expert et il va te faire un visa spécial. Et vu que tu as une entreprise, etc., ça passera et tu pourras l'avoir. Bon, je me dis, ok, je fais ce visa-là, je l'obtiens. Et en fait, je suis avec 2 amis. On est à Cannes justement, on est dans le sud de la France, on n'est pas loin d'ici. Et en fait, on avait loué un appartement pendant 1 mois avec 2 amis pour travailler ensemble, etc. Et on obtient les visas et on se dit, bon les gars, on fait quoi? Et on se dit, on part demain. Et on se dit, ok. Donc on est le soir, on va sur Internet, on prend un billet d'avion chacun pour Bali, aller simple, pour le lendemain. Partir de Lyon, etc. Moi, je remonte à Lyon, poser mes affaires, etc. Parenthèse, j'imagine que les parents, ça doit être un peu quand même c'était rigolo. Surprenant. C'était rigolo. Bon, écoute, je leur dis, Bali, moi, je partais pour 1 mois dans ma tête. Bon, après, tu étais déjà parti sur des longues périodes. Donc, moi, je vis depuis tu passes 6 combien ans, de temps à l'étranger? Je passe plus de 6 mois à l'étranger tous les ans. D'accord. Même si j'ai une base en France, je suis résident français, je paye mes impôts en France pour ceux qui se posent la question. Oui, tes entreprises, toutes tes entreprises. Voilà, mais par contre, j'adore voyager et je le fais par plaisir pur. Et donc à ce moment-là, je me dis, ok, direction Bali, on décolle, décembre, il y a la neige à Lyon. C'est ça. Je pars, on part ensemble avec les amis, on arrive là-bas, il fait 30 degrés, il fait beau, tout est ouvert, les restaurants sont ouverts alors que tout était fermé en France, les boîtes de nuit sont ouvertes pour ceux qui aiment bien, bref, c'est la belle vie. Il fait beau, bref, c'est incroyable. Je commence à me dire, ok, je pense que je ne vais pas rentrer au bout d'1 mois, tant pis, je reste là-bas. Toi, tu commences à me dire, je m'intéresse à investir à Bali, etc. Je vais rencontrer un constructeur. Moi, je vois le potentiel, je me dis, ok, on est en plein Covid, les prix sont super bas parce que les Balinais ont besoin d'argent, parce que tout le monde a peur d'acheter finalement à Bali parce qu'il y a le confinement, il y a l'impossibilité de voyager, etc. Il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus aucun tourisme. C'est-à-dire que nous, on est quelques centaines dans la ville où je suis d'étrangers.
Et c'est que des gens qui vivent là plusieurs mois. Donc en fait, c'est un petit village d'étrangers qui travaillent sur Internet. C'est hyper agréable, il n'y a personne. On est vraiment dans une petite bulle où c'est clair, c'est super cool. Alors c'est pas cool pour les locaux par contre, et heureusement que ça s'est arrêté pour eux parce que c'est compliqué financièrement. Heureusement qu'on était là aussi parce que forcément nous on dépensait de l'argent, donc ça faisait tourner un peu l'économie, mais c'était très très loin des revenus qu'ils avaient avant. Donc ça commençait à être compliqué. On fait construire la villa, on achète ensemble, on achète un terrain, on fait construire la villa. Moi je suis sur place et au final je passe 9 mois à Bali dans des conditions qui sont incroyables. Bon, c'est clair que ça faisait un peu rager en France quand je postais des contenus, etc. Mais bon, on était dans une période où finalement tout était normal en fait. Au final là-bas, on fait construire la villa. Ça prend 1 an et demi, et puis aujourd'hui c'est une villa qu'on a ensemble et qui est louée sur Airbnb depuis 1 an et demi. Exactement. Donc voilà, donc il y a la période Bali. On développe dans le même temps Stratégie Empire, qui est une formation professionnelle ensemble, qui a pour but du coup d'enseigner à des particuliers, des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, à créer une activité dans l'immobilier, une activité de marchand de biens, une activité de professionnel de l'immobilier dans la location ou dans l'achat-revente. Donc ça cartonne, ça explose très rapidement. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée sur Stratégie Immobilier, on a plus de 10 000 élèves sur toutes les formations confondues. Donc c'est quand même un beau succès, on est assez fiers de ça. Et dans le même temps, je continue d'acheter des immeubles, plusieurs immeubles, toujours la même logique. Je ne vais pas faire tout le détail. J'en ai acheté un, par exemple, pour donner un exemple qui est flagrant. Je crois que j'ai acheté 83 500 ou 84 500, je ne sais plus. Vous avez encore une fois la vidéo sur la chaîne YouTube. Tous les projets ont été filmés, vous avez les chiffres, les actes authentiques, les actes notariés, vous avez tout pour ceux qui se posent des questions. Je crois que c'est 83 500 €. Une affaire off-market. Pour combien d'appartements? Incroyable, 6 appartements. Un bilan qui était affiché un peu plus de 100 000. Et en fait, j'ai réussi à le faire descendre à ce prix-là. Négociation de fou. C'était aussi pendant la période compliquée. Je ne vais pas dire le mot parce que YouTube n'aime pas trop le mot de la période 2020. Voilà. Donc, super négociation. Un bien de fou aussi. Bon, ça, c'est un truc un peu marrant. Donc, j'achète d'autres immeubles. Ensemble, on crée une société aussi d'investissement. On achète 5 appartements ensemble. Et donc, 4 en 4 mois. 4 en 4 mois, c'était un peu en région parisienne. Le challenge qu'on s'était mis. Donc voilà, je continue d'enchaîner sur des biens immobiliers. À côté de ça, je développe d'autres entreprises. Je commence à développer un groupe d'entreprises aussi où j'investis dans des sociétés. Donc je deviens soit investisseur passif, donc je mets de l'argent et c'est tout, soit investisseur et advisor, c'est-à-dire que je vais mettre de l'argent et je vais également apporter une forme de conseil de par mon expertise en ayant réalisé un certain succès au niveau entrepreneurial, immobilier, etc. pour des personnes qui ont envie de se lancer. Donc je développe ces différentes casquettes, on va dire. Donc toujours investissement, immobilier, boursier également, entreprise, private equity et mes activités, mes entreprises et celles qu'on a en commun aussi avec Marc. Voilà ce qui se passe jusqu'à finalement aujourd'hui. Je t'ai fait un résumé assez rapide. Entre-temps, je continue de voyager, je fais le tour du monde aussi, Amérique du Sud, Afrique du Sud également, Moyen-Orient, Asie encore. Là, je reviens de 4 mois en Asie aussi. Donc, ça reste toujours mon mode de vie de voyager une bonne partie de l'année parce que pour moi, c'est une source d'épanouissement, c'est une ouverture d'esprit. C'est une manière aussi de profiter, de créer du contenu aussi, de rencontrer des partenaires parce qu'on a beaucoup de partenaires dans nos entreprises qui sont basés à l'étranger. Donc, de rencontrer tous ces gens-là. Donc, c'est un ensemble de choses qui me permettent du coup de passer une bonne partie de l'année à l'étranger et c'est un vrai plaisir et je compte continuer à le faire dans les années à venir. Pour celles et ceux qui sont encore là dans la vidéo, là aujourd'hui tu peux bosser de n'importe où. Tout à fait. Tu n'as pas de contraintes. Sur l'immobilier, tout est géré. Évidemment, j'ai toujours une partie de travail, de recherche de nouveaux biens quand je suis en période de recherche, de visite, d'optimisation de mes biens. Mais sinon, à part ça, mes biens qui sont déjà loués, ils sont loués. Donc l'activité, on va dire, de gestion, j'ai réussi à la déléguer à des prestataires. Donc j'ai des prestataires qui gèrent mes biens. Donc tu n'as pas physiquement à être présent, tu peux tout faire à distance. Tout à fait. Et bon, soit pour Bali, soit pour la France, pour tout. Donc aujourd'hui, voilà. Et mes activités entrepreneuriales, c'est la même chose. Et alors ça représente, parce que bon là, on parle de plusieurs sociétés. Ton quotidien, il est rythmé par quoi? Qu'est-ce qui occupe ton quotidien? Aujourd'hui, l'immobilier me prend un temps qui est relatif. Parce qu'au final, maintenant, avec l'optimisation que j'ai sur la partie off-market, on en a parlé d'ailleurs dans ton interview à toi, au final, moi, les biens viennent à moi. C'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher des biens, très rarement, ça m'arrive, mais c'est très rare. Oui, tu regardes, c'est divertissant quoi, de regarder je regarde régulièrement ce que j'aime bien. Ça reste une passion. Et sinon, j'ai des agents off-market, des apporteurs d'affaires qui viennent me proposer des biens, des bonnes affaires. Très régulièrement, plusieurs fois par an, plusieurs fois par mois, parfois, des biens intéressants que je vais aller visiter et qui, ici, m'intéressent, je vais acheter. Donc au final, l'activité immobilière me prend de moins en moins de temps parce que ça fait 8 ans que je fais ça. Donc c'est normal, au bout d'un moment, tu as une certaine expertise. Alors que cette activité immobilière, parce que là, maintenant, il y a 35 lots, on en parlait en début, c'est 35 lots. Les 35 lots, ils génèrent combien de bénéfices mensuels à la louche? Là, c'est compliqué, je n'ai pas les chiffres en tête, mais si je fais très rapide, attends, tac. La colle, c'est d'en avoir trop. C'est autour de bénéfices ou de chiffre d'affaires.
Bon, bénéfice mensuel, parce que les gens De voudront savoir bénéfices, ce qui on te va reste, être sur 7 ou 8 000 euros par mois, je pense 8 000 euros par mois. Je me rends pas donc compte. c'est énorme. Je me rends pas compte. En Non, fait. mais je veux dire, ça veut dire que même si tu stoppais tout ce que tu fais Ouais. et que tu disais, bon, moi finalement. Ouais, si c'est ça, 7 ou 8 000 euros, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Bon. En sachant qu'il n'y a pas eu d'apport financier. Ouais. Sauf Et le qu'il y a des dernier où il y plus-values a un peu latentes. d'apport. Ouais. Voilà. Et qu'il y a eu des Alors, plus-values latentes. les plus-values, on est sur. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Attends, laisse-moi calculer aussi parce que ça c'est hyper important, tu as raison. Chaque immeuble, de toute façon, chaque immeuble c'est au moins 100 000 euros plus-value. Bon, ok. Chaque immeuble. Il n'y a pas en Ok. dessous, voilà, parce que forcément avec les travaux qui ont été réalisés, mais Ouais. surtout avec une location haut de gamme, ce qui est ma stratégie, c'est de mettre en valeur les biens, les louer au-dessus du prix du marché en apportant de la qualité à ses locataires, en apportant des biens Bien sûr. qui ne sont pas présents sur le marché. Bien sûr. Donc je vais créer quelque chose de Tu te qualité. différencies. Je vais apporter la valeur et les locataires sont heureux de payer un peu plus cher et de se dire ok j'ai un bien de qualité, même si c'est un peu plus cher, je suis prêt à payer comme quand vous payez un yaourt plus cher au supermarché parce que c'est de la marque, parce qu'il est meilleur, etc. C'est exactement la même logique et donc ça me permet du coup d'augmenter mes loyers et donc d'augmenter la valeur. Donc pour les plus-values, il y a à minima 600 000 euros de plus-value sur les différents biens, D'accord, je ouais, pense. non. Voilà, parce Énorme. que, Donc ouais. cette Entre activité la villa à Bali, immobilière, tout ça. même à aujourd'hui, Mm. si tu t'arrêtais là, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé de La villa ça, Bali, mais on la a villa une Bali qui plus-value conséquente, rapporte ouais. aussi, qui a une plus-value conséquente. Mm. Ça te ramène 7 à 8 000 euros de bénéfices mensuels dans ta Ouais. poche. Et derrière, si jamais tu voulais revendre un bien, de toute façon, tu en tirais 100 000 euros de plus. Voilà, et puis je minimum à rembourse chaque tous les fois. mois en plus. le Ouais, en crédit, plus, il y a donc le c'est ça qui capital, est ok. magique. Mais c'est important d'arriver Ouais, de cadrer à tout ça. se dire, voilà, il y a tout Non, ça. bien sûr, puis après j'ai et d'autres d'autres activités projets. qui me permettent aussi, enfin d'autres types d'investissements, notamment sur les marchés financiers, qui me permettraient aussi, dans tous les cas, d'avoir D'accord. un revenu suffisant. Ouais, pour parce que ça, c'est quelque chose qui ressort en plus depuis le début de l'échange, c'est que tu as systématiquement réinvesti ce que tu pouvais gagner. Dans un second temps, parce que les marchés financiers, la bourse, c'est génial, mais c'est génial quand tu as de l'argent. Bien sûr. Quand tu as ne serait-ce que 50 000 ou 100 000 euros, on peut se dire c'est beaucoup d'argent, mais en réalité, sur les marchés financiers, c'est rien. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir vivre de ton activité avec 50 ou 100 000 euros. En immobilier, avec 100 000 euros, tu peux en vivre. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir le mettre en achat-revente, en apport par exemple, ou en locatif, ou les deux. Et Bien partager sur plusieurs projets. Donc Ok. avec 100 000 euros d'épargne, moi je le dis, et on a des élèves avec beaucoup moins que ça, Bien sûr. avec quelques dizaines de milliers d'euros, Bien voire sûr. 10, 20 000 euros. Et on n'a pas commencé, et toi et moi, Ah non, avec non, ce type non, d'épargne, moi, j'ai- c'était plutôt 10 fois moins, voire 20 fois moins. C'est sûr. Ouais, moi j'ai commencé avec, avec moins de 10 000 euros d'épargne Pareil. que j'ai mis de côté grâce justement à mes différents Ouais. travails Ouais, salariés mais et puis c'est le petit important de business. le, Voilà. de le signaler. Hein. Voilà. Et on a une chose magique en France, qu'on ne souligne pas assez souvent, c'est qu'on peut investir avec de l'argent qu'on n'a pas. Et c'est l'effet de levier bancaire, c'est-à-dire que si vous avez potentiellement aujourd'hui peut-être 50 000 euros sur votre compte, en fait vous n'allez pas être en capacité d'investir seulement 50 000 euros, mais très certainement X fois la somme, 6 fois, 7 fois cette somme-là. Et ça, c'est un gros avantage. Et donc l'immobilier, aujourd'hui, et nous on y croit, on en a la preuve, je veux dire, on a commencé de zéro, l'immobilier, c'est quand même le moyen le plus rapide pour accéder à une certaine liberté financière et de manière stable. Ouais, c'est ça. Et puis il y a plein de manières de le faire. Il y a plein de manières de le faire. Nous, on enseigne deux qui sont pour nous les plus simples, les plus rapides et les plus efficaces, qui sont l'achat-revente et les immeubles, qui vont ensemble, qu'on peut imbriquer ensemble. Parce qu'on peut faire de l'achat-revente d'immeubles, par exemple, ça marche très bien. Et c'est des stratégies qui sont extrêmement puissantes. Donc voilà, avec mes autres investissements, comme je le disais, la bourse pour moi, c'est un domaine que j'aime bien, mais qui est pour moi inenvisageable quand tu as une petite épargne. Ça sert à rien en fait. Enfin, tu peux le faire, c'est très bien, mais c'est bien de le faire. Je l'ai fait moi très jeune quand j'avais peu d'argent, mais j'ai vite compris que ça allait pas m'amener très loin. C'est pas ça qui fait vivre. C'est grâce à l'argent immobilier que j'ai pu réinvestir, grâce à l'argent de mes entreprises que j'ai pu réinvestir. Et voilà, il faut être transparent. C'est pas, encore une fois, pour vivre de la bourse, je dis souvent, pour vivre de ces placements boursiers, en dessous de, je dirais, 300, 400, 500 000 euros. C'est difficile de vivre. Bah oui, parce que même si tu tires, je vais te dire, c'est simple, si tu tires 5% de ton capital pour vivre, sur 500 000 euros, c'est 25 000 euros par an. Ça fait 2 000 euros par mois. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous devez avoir 500 000 euros de cash à investir en bourse pour gagner 2 500 euros par mois. Ouais. Pour gagner 2 000 euros par mois. Et avant impôt. Avant impôt. Avant impôt, donc c'est même moins. En immobilier, pour gagner 2 000 euros par mois, tu peux le faire sans apport. Tu l'as fait sur Je l'ai fait sans apport. Investissement, sans apport. Exactement. Donc c'est quand même une autre mesure. Mais moi j'aime bien pour diversifier. Et puis après, je me sers aussi de ces placements-là pour utiliser, après pour faire de l'apport, refaire du crédit aussi auprès de la banque. C'est rassurant pour la banque, etc. Et aujourd'hui, alors, parce que ce qui est intéressant aussi, même si tu es ultra jeune, 26 ans, c'est sûr que bon, on a l'impression que là, tu as vécu X vie. Maintenant, c'est quoi la suite? Alors la suite, sur la partie investissement, surtout en général. Oui, alors déjà sur la partie immobilier, peut-être si tu veux scinder immobilier, business. Immobilier, sincèrement, moi je suis vraiment un partisan de continuer de faire ce qui marche.
arrêter d'essayer de réinventer la roue, continuer de faire ce qui marche. Ce qui marche pour moi, c'est des immeubles de rapport. Ouais. Ce qui marche pour moi, c'est l'immobilier en France. Alors on est allé aussi à Bali parce qu'on a eu la bonne opportunité. J'ai fait des vidéos sur cette chaîne où je parle de l'immobilier à l'étranger. Et au final, ma conclusion, elle est quasiment systématiquement la même. C'est OK, c'est bien, mais OK, en France, je ferais beaucoup mieux. Ouais. Parce qu'en France, je peux emprunter. Quand j'ai 100 000 euros à investir, si je mets ces 100 000 euros à Bali, j'achète rien. Parce qu'avec 100 000 euros, tu n'as rien. Ouais. Si je mets 100 000 euros en France, je peux acheter un bien à 300, 400, 500 000. Et là, c'est autre chose. Bien sûr. Et mes loyers payent mon crédit et me laissent un bénéfice. C'est important de le souligner. Donc les deux cumulés pour moi sont juste trop puissants pour changer de stratégie et faire autre chose. Donc je ne me défocus pas, je continue ce que je fais. Mes activités, donc stratégie immobilier pour moi, ça reste ma priorité. J'adore cette entreprise. Ouais. Donc on enseigne, pour ceux qui ne savent pas, on enseigne à, encore une fois, des particuliers, des pros, etc., à créer une activité dans l'immobilier. Pour moi, c'est passionnant. C'est l'enseignement de ce qu'on a toujours fait. Ça cartonne. On a une belle équipe autour de nous. On est bien entouré. On n'est pas tout seul. On a une équipe de plusieurs dizaines de personnes qui travaillent avec nous. Et puis mes activités également à côté d'investissement dans des entreprises, ça c'est un peu, on va dire, c'est bizarre de dire ça, mais c'est un peu un loisir. Moi j'aime bien. Une diversification et même intellectuellement, ça te. Voilà, moi je trouve ça comme un loisir. C'est stimulant. Vraiment, c'est le bon mot. Hein. C'est stimulant. Ouais. C'est stimulant. Donc j'investis dans des entreprises, des startups et également dans des activités différentes où je fais du conseil et dans les marchés financiers encore une fois où là vraiment c'est juste de l'analyse et ça m'intéresse aussi beaucoup. Ouais. Voilà. Et sinon, après, une vie personnelle bien remplie, parce que je voyage énormément, plus de 6 mois par an, donc ça me prend du temps, bien évidemment. Et c'est un plaisir, et pour moi, c'est un plaisir rentable, parce que le voyage, ça me rapporte beaucoup, sur tous les plans. Pas que le plan personnel, ça me rapporte surtout beaucoup d'un point de vue entrepreneurial. Ouais. Je rencontre énormément d'entrepreneurs, énormément d'investisseurs, et je dois dire que j'ai fait un podcast aussi là-dessus qui est récent, que je pense que l'argent que j'ai dépensé en voyage, en déplacements divers et variés, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Je pense qu'on est entre 100 et 200 000 euros facilement, peut-être même 200 000 plutôt, au fil des années. C'est énorme, mais ça m'a rapporté beaucoup plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Parce que j'ai rencontré des partenaires qui m'ont permis, qui travaillent avec moi encore aujourd'hui, parce que j'ai rencontré des associés, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont mis en relation avec d'autres, qui pour des investissements, pour des projets, etc. Bref, ça m'a permis de créer ce que j'ai aujourd'hui. En tout cas, j'en suis convaincu. Et encore une fois, ce n'est pas les voyages, c'est les rencontres humaines pendant les voyages. Ce n'est pas le fait d'être parti sur une plage, je ne sais où, c'est le fait d'être allé dans les bons endroits, les endroits où on a du bon réseau, des entrepreneurs sérieux et intéressants, et à qui on peut créer des synergies, des choses comme ça. Je peux en témoigner parce que c'est vrai qu'on a déjà notre rencontre. Faut se rappeler que moi, j'ai vu débarquer un gars assez jeune chez moi, qui a pris sa voiture, qui n'a pas hésité, qui est venu pour tourner la formation. Pour tourner la formation. On a passé un week-end extraordinaire. Je pense qu'on a dû tourner 12 heures, 13 heures par jour. C'était dur. Sacré, c'était énorme. Sacré truc, mais c'est une aventure exceptionnelle que je referai 1000 fois. Et quand tu reparles des voyages, c'est vrai que moi, et je te remercie parce que tu m'as fait découvrir aussi ça. Non pas que j'avais jamais voyagé avant, c'est pas du tout ça. C'est que j'avais eu l'occasion de voyager énormément. J'ai vécu à l'étranger aussi, mais j'avais jamais voyagé de cette manière-là, avec du plaisir. Autant de rencontres. On a fait la Thaïlande ensemble. On a fait Zanzibar ensemble. On a rencontré énormément de gens, des gens qui travaillent avec nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. La Réunion, tu as rencontré des personnes. On a rencontré des élèves également là-bas. Donc tout ça, c'est vrai que c'est extrêmement enrichissant sur le plan personnel, mais également sur le plan du business. Totalement. Et quand on a eu une vie moi, précédente, qui est une vie de salarié assez standard, on va dire, on ne se rend pas compte de ça. Parce que juste, on n'a pas la possibilité de vivre ça. Non. Et puis moi, je pense que tu dis, tout à l'heure, tu disais, on a l'impression que tu as vécu X vie, etc. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, ce qui peut donner cette impression-là, je pense que c'est le voyage. Parce que c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai l'impression de vivre plusieurs vies quand je voyage. Parce que tu changes d'endroit, tu changes d'environnement, tu rencontres de nouvelles personnes. Tu dois être adaptable extrêmement rapidement. Et moi, je vois beaucoup de similitudes avec le business. Parce que le voyage, c'est avant tout savoir s'adapter, savoir communiquer avec les gens et savoir se débrouiller. Tu vois, c'est exactement la même chose. Ça t'apprend énormément de choses. Et puis, j'en profite parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur la rencontre, le fait qu'on se soit rencontrés. Moi, ça a changé énormément de choses aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le fait de rencontrer quelqu'un comme Marc, qui a une expérience incroyable dans le monde de l'entreprise, qui a eu des postes extrêmement prestigieux, pour moi, ce n'est pas du tout mon monde. Et comme je disais au début, moi, j'étais dégoûté du salariat. Et Marc m'a permis de comprendre que le salariat, ce n'est pas juste ce que j'avais vécu, déjà. Ça peut être des choses beaucoup plus enrichissantes et j'ai juste mal tombé et c'est pas grave. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu es aussi tombé sur des expériences malheureuses. Moi en tout cas ça a été mon cas et ça m'a dégoûté du salariat.
J'ai vu que Marc, c'était pas le cas. Et j'ai aussi compris que ça avait beaucoup de bienfaits. Et Marc, l'expérience qu'il avait et ce qu'il m'a apporté dans le cadre de stratégie immobilier, mais dans le cadre aussi de mes autres activités, tu vois, même sur l'activité qu'on a en commun en immobilier, en immobilier, pardon, sur la société qu'on a ensemble, ça a juste complètement bouleversé ma vision sur plein de choses, sur la vision long terme, sur des réflexions par rapport à la clientèle, par rapport à la qualité de ce qu'on propose en termes de produits, à créer, on va dire, des infrastructures qui sont solides, qui sont stables, qui peuvent aller beaucoup plus loin, sur l'image de marque aussi. Et toutes ces choses-là, je ne les avais pas forcément en tête, enfin je ne les avais même pas du tout en tête quand j'ai créé ma première entreprise parce que je n'avais pas cette expérience-là. Et c'est en grande partie grâce à toi qu'on a pu les implémenter. Et ça m'a beaucoup servi personnellement et ça nous a beaucoup servi pour les entreprises. Donc ça, c'est aussi un point qui est important. Et voilà, encore une fois, je parlais des rencontres avant. Ce n'est pas les voyages, ce n'est pas tout ça. C'est les gens qu'on rencontre qui vous façonnent et qui vous permettent d'atteindre des nouvelles étapes, des nouveaux caps dans la vie. En tout cas, moi, je le crois sincèrement. Donc, voilà. Et ça fait écho d'ailleurs, on vient de rencontrer 2 élèves. Ouais, on ce week-end là. Avec 2 élèves d'ailleurs, on va les saluer, Xavier et Valérie, qu'on a vu séparément, qui ont chacun fait un projet, bien sûr. Et ça, on leur a dit de manière très honnête, on se nourrit de ça également. Bien sûr, les rencontres avec les élèves, c'est génial. Ces rencontres-là, ces expériences-là, ces visions également, ça nous permet aussi de mieux comprendre en fait, par exemple, les peurs de chacune et de chacun qui ne sont pas les mêmes, quels sont les points de blocage qui ne sont absolument pas les mêmes non plus. Et on se nourrit de ça parce que ça nous permet d'avancer encore plus. Et c'est vrai que cette aventure qu'on vit à la fois qui est humaine parce qu'il y a des dizaines de personnes qui sont derrière chez Stratégie Immobilier et qu'on l'on salue, qu'on remercie. Et tous ces élèves qu'on a, plus de 10 000 élèves dans la sphère Stratégie Immobilier, ça fait en fait quelque chose qui se nourrit. Et c'est ce qu'on voit également dans le goût qu'on a à la personnalisation de l'approche de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on voit nos élèves en live une fois par semaine, on a des appels privés avec eux, ils ont la possibilité de nous contacter en direct au travers de ce qu'on appelle les consultations, d'avoir des réponses privées en vidéo à leur point. On accorde un point d'honneur à répondre à tout le monde. C'est pas parce qu'on a atteint un certain niveau en termes immobilier, de business, etc., qu'on ne va pas s'occuper des personnes qui comptent pour nous, à savoir nos élèves, qui nous ont rejoints, etc. Et pour nous, apporter ce soutien en direct et pas forcément. Alors parfois, on a des référents qui vont aussi répondre aux questions, mais pour nous, c'est important aussi de garder ce contact direct et d'apporter notre expertise, ce qu'on a réussi à faire. Et forcément, avec des chemins qu'on a chacun avec Marc qui sont différents mais qui amènent aux mêmes résultats, on apporte aussi un retour d'expérience qui est vachement important. Et puis moi, c'est ce qu'on m'a apporté quand j'ai commencé. Je refais le pont avec le début de l'interview où on parlait de l'agent immobilier. Voilà, lui m'a apporté des connaissances, des retours d'expérience qui m'ont juste… Je me rappelle des conseils sur le financement qu'il m'a donné, sur la négociation. Je les ai appliqués, ça m'a fait gagner directement des dizaines de milliers d'euros. Mais directement, sur ma première opération. Donc sur les autres, ça s'est cumulé. Bien sûr. Juste 2-3 conseils qu'il m'a donnés sur un coin de table, ça m'a fait gagner peut-être 30-40 000 euros. T'imagines? Juste énorme. Moi, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi. C'est impossible. C'est juste énorme. Et très bien, ça me permet aujourd'hui de faire un business, de gagner de l'argent avec ça, et on ne s'en cache pas, et on en est très heureux, et on n'a absolument pas à rougir de ça. Et ça permet aux personnes qui nous rejoignent de rentabiliser cet investissement. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout à fait. C'est du gagnant-gagnant de tous les côtés. L'alignement d'intérêt. Tout à fait. L'alignement d'intérêt, ce qui est pour moi capital. Et puis bon, il y a une touche qu'on a, plus on voit les élèves, plus on les rencontre, plus on discute avec eux, plus on se rend compte qu'il y a un impact psychologique qui est très important. C'est-à-dire que faire certaines choses, tout le monde peut faire la plupart des choses qu'on fait. Sincèrement, je n'ai pas l'impression qu'on fasse des choses extraordinaires. Mais la réalité, c'est que la vie, le quotidien, parfois, nous défocus. Parfois, on est à ça de faire quelque chose de bien et puis on le fait mal. Et cet accompagnement, cette un petit peu communauté qui s'entraide, c'est un rôle hyper important. Valérie nous l'a souligné hier encore, pour nous aussi, en disant voilà, c'est juste que c'est une aventure humaine et que cette aventure humaine, qui est en plus encadrée avec des choses très scolaires parfois, mais qui démontrent que ça fonctionne, quoi. C'est juste ça. À la fin, en fait, systématiquement, on dit c'est vrai que quand on fait ce qui est indiqué, ça fonctionne et en plus, on se sent épaulé. Et je trouve que ça, c'est véritablement le plus important. Tu as tout résumé. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui, principalement, cette partie-là, et puis d'autres projets aussi qu'on a en commun. Marc, puisqu'on travaille beaucoup ensemble aujourd'hui. Il y a plein de choses qui arrivent. Je pense qu'on aura l'occasion également de rediscuter de ça. On est très ambitieuses et ça fait plaisir. Et c'est des beaux projets qui nous drive au quotidien. Qui nous animent. Tout à fait. Ça, c'est hyper important. Écoute, je pense écoute, vas-y, je te laisse cette autre question. C'est vrai que c'est toi le chef là. J'allais te remercier parce que
parce que j'ai appris beaucoup de choses aussi là, Ouais. même si on se côtoie énormément, ça reste ultra inspirant. Qu'on le veuille ou non, le fait d'être aussi jeune et d'avoir autant de succès, Baptiste est quelqu'un d'assez humble. Et pour connaître tes parents, on comprend pourquoi tu es humble. On leur fait un petit coucou d'ailleurs, si on regarde cette vidéo, vous avez bien bossé. Donc c'est vraiment inspirant et j'espère que ça inspirera celles et ceux qui sont de l'autre côté et qui nous écoutent. Et si d'ailleurs ça vous inspire tellement que vous voudriez en savoir un petit peu plus, ce que je vous propose c'est de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Ouais. Vous allez découvrir une vidéo gratuite qui va vous présenter un petit peu la stratégie que l'on propose au travers de stratégies immobilières. Et puis si jamais ça vous intéresse encore plus, eh bien, ce qu'on vous propose c'est de réserver un appel gratuit avec quelqu'un de l'équipe et de pouvoir parler de vous, de discuter de vos projets, de vos ambitions et puis de voir si jamais on peut vous aider, comment est-ce qu'on pourrait vous accompagner de manière qualitative. Voilà. Super. Et je vais faire un petit mot de la fin parce que je vais m'adresser à ceux qui ne se reconnaissent pas forcément. Parce que tu vois, tu as dit si tu te reconnais, etc. C'est bien. Ouais. Et c'est probable que vous ne vous reconnaissiez pas forcément dans mon parcours particulier. Vous avez également la vidéo de Marc, que vous pouvez aller voir, qui a un parcours totalement différent. Oui, voilà, une vie différente. Je suis vieux, moi. Non, c'est pas ça du tout que je veux dire. Mais voilà, un parcours totalement différent. Ouais. Et surtout, vous avez sur la chaîne YouTube des dizaines d'autres vidéos de personnes qui ont fait des beaux projets, qui sont nos élèves et qui n'ont pas forcément le même parcours, qui n'ont pas entrepris très jeunes ou qui n'ont pas été salariés pendant longtemps. Donc, on a tout type de profil et je suis persuadé que si vous regardez cette chaîne YouTube et que vous allez fouiller un petit peu dans les vidéos, vous trouverez une personne qui vous ressemble, qui vous parlera et qui aura fait un beau projet. Et ça, j'ai envie de dire que c'est le plus important parce qu'on dit souvent avec Marc que ce qui est important, c'est pas que j'ai pu réussir en immobilier, que Marc ait pu réussir en immobilier. Ce qui est important, c'est que nos élèves réussissent. Parce qu'au final, c'est à eux qu'on enseigne. Nous, qu'on ait réussi, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais ce qui est important pour vous, c'est que vous trouvez des personnes comme vous qui sont parties de la même situation, une situation qui est similaire, qui vous ressemble et qui aujourd'hui ont atteint des résultats que vous souhaitez atteindre. Donc ça, c'est vraiment le point que je veux faire. Sûr, le but, c'est d'inspirer avec cette interview, mais c'est aussi de vous montrer qu'il n'y a pas qu'un chemin. Il n'y a pas qu'un chemin qui mène vers vos objectifs. Et pour ça, il y a toutes les autres vidéos. Et c'est pour ça qu'on a tenu à faire des dizaines de vidéos, même des centaines de vidéos avec des élèves qui ont acheté des projets. Et aujourd'hui, on est fiers d'avoir autant de réussite dans notre programme. Et c'est pour ça qu'on les met en valeur et qu'on vous les montre sur cette chaîne YouTube. Voilà, c'est un mot de la fin, à mon sens. Je te remercie parce que c'est superbe de terminer en mettant à l'honneur les élèves parce que c'est ceux qui rythment notre quotidien. Donc c'est parfait. Et puis, il me reste à souhaiter la meilleure des réussites pour la suite. Merci, toi aussi. On a plein de choses en commun, donc j'espère que… Donc c'est commun. C'est en ton intérêt aussi. On en parlera très prochainement. Okay. On préfère en général parler des choses lorsqu'elles sont faites. Ouais, tout à fait. On est comme ça. Ça marche. Merci beaucoup. Merci et puis on se dit à très bientôt. À très bientôt.